Et nous, les associations, on va dire, musulmanes, on a tendance à faire plein de choses très différentes. C'est un peu peut-être un réflexe de commerçant arabe qui est que tu veux un puits, ben j'ai un puits. Tu veux construire ça, ben j'ai différents projets. En fait, on te montre un peu tout. Et je pars de l'idée, en fait, de ce qu'on m'a transmis en tant qu'étudiant, qu'on ne peut pas être un expert de tout. D'office, tu dois te spécialiser. Et donc, je pars de cette idée-là et je me dis, mais bon, on ne peut pas non plus venir et rattraper toute l'expérience qu'ont les autres associations depuis 30 ans. Le retard sur les autres, ouais. On ne peut pas venir et faire la même chose que les autres. Pourquoi ? Parce que déjà, on va venir installer de la concurrence alors qu'il n'y en a pas besoin. On va venir diviser encore plus la communauté. Les dons, on va prendre une part de marché qui est peut-être réservée aux autres. Ça ne sert à rien. C'est un mauvais message en fait qu'on envoie aux autres. Et il n'y a aucune plus-value à faire cela. C'est ça en fait. رمضان مبارك سعيد مع أتاي حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Chers amis, chers auditeurs, c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver pour une nouvelle capsule podcast d'Arrive Temps. Alors je vous rappelle le concept de ces podcasts. J'ai le plaisir de recevoir des invités de profils différents et ensemble on va discuter, échanger sur des sujets qui nous touchent, nous en tant que musulmans, mais pas que. Discuter de sujets religieux, de sujets touchant à la spiritualité ou même de sujets d'actualité. Alors après avoir reçu Ali Habibi qui était un psychologue, avoir reçu 2 prédicateurs, Nader Abou Anas et Mehdi d'Islam Mag, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir, de vous présenter un acteur humanitaire. Mon invité est notre frère Fadi Chiwa. Fadi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça me fait plaisir de t'avoir à table ici dans nos locaux à Bruxelles. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi justement et de pouvoir expliquer un peu ce qu'on fait sur le terrain. Barakallahu fik. C'est pour moi un plaisir parce que tu es quand même un profil différent de ce qu'on a reçu depuis le début. Et tu es un profil intéressant parce que l'objectif de ces podcasts, ça reste quand même de susciter des vocations. Donc à travers ton parcours de vie, à travers tes activités dans l'humanitaire, l'idée, ce serait que certains de nos auditeurs qui ont peut-être la fibre humanitaire aient envie de suivre le même chemin que toi. Donc, l'idée, ce serait que tu développes un maximum et que tu leur donnes encore plus envie que de s'investir dans l'humanitaire. Alors, je te demanderai tout d'abord de te présenter succinctement, de ne pas trop rentrer dans le détail, parce que la tradition dans les podcasts d'Arrive Temps, c'est de présenter l'invité. Donc, ce sera d'abord Fadi l'homme, ton parcours scolaire, ton enfance, tes études, ainsi de suite. Et puis, on passera en deuxième partie de podcast à Fadi, l'acteur humanitaire. Fadi, présente-toi. Je m'appelle Fadi, 29 ans. Je suis chef de projet au sein de l'association Human Smile, donc une association humanitaire comme tu as pu l'expliquer. Et donc, on va essayer justement de développer, comme tu l'as dit, un peu plus le parcours et comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on fait en fait sur le terrain. Ok, familièrement parlant, marié, non, toujours chez les parents. Célibataire, toujours chez les parents. Un peu vieux pour ça, mais toujours chez les parents. Un Tanguy humanitaire. C'est ça. C'est mon côté italien. Bien, tu es issu tu es belgo-marocain, italo-marocain. Non. Parce que tu me dis mon côté italien. Oui, belgo-marocain. C'est à la maison, ouais. Belgo-marocain, ouais, éduqué dans une famille classique. Voilà, une famille aimante. On nous a vraiment poussé à faire ce qu'on veut. Alhamdoulilah, on nous a toujours laissé cette liberté de choisir ce qu'on voulait faire et de ne pas nous mettre trop de pression. Donc voilà, une famille aimante, voilà. C'est important. Des frères, des sœurs? Oui, 2 frères. 2 frères. T'es le dernier? Non, je suis juste au milieu. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça cette fibre humanitaire, un grand frère et un petit frère. C'est ça. Un modèle et... C'est ça. Et justement un héritage, quelque chose à transmettre, justement un exemple. Bien. Chez toi à la maison, très tôt, tu as senti que tu avais cette fibre humanitaire. Est-ce que c'est des choses qu'on cultivait à la maison, je sais pas moi, à travers certaines activités, des dons, on participait à des maraudes ou quoi que ce soit, ou bien c'est quelque chose qui est venu en toi C'est intéressant que tu poses la question parce que justement, on nous a transmis ces valeurs. Ça, je suppose qu'on le transmet dans la plupart des familles musulmanes, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'on nous a... Et ça, on le remarque beaucoup plus tard. En grandissant, en fait, on se rend compte de plus en plus de l'importance de ce qu'on nous a transmis nos parents. Et c'est vrai que petit, quand tu te rappelles, on nous a toujours incité à donner. C'est-à-dire qu'on nous mettait des pièces dans la main pour donner aux personnes. On nous disait qu'il fallait faire attention aux personnes autour de nous, etc. Et c'est bien plus tard, en fait, qu'on voit que ça développe en fait une certaine empathie. Sur certains, ça prend, sur certains, ça prend pas.
Mais c'est vrai que je me rappelle des souvenirs de petits que notre père nous mettait de l'argent, etc. et nous incitait à les donner nous-mêmes. On était contents, en fait. À la limite, c'est nous qui allions lui tirer les poches pour qu'il donne. Ouais. Et peut-être parfois qu'il regrettait parce qu'il n'avait pas de monnaie, mais on insistait, on était fiers de faire ça. Mais non, pas une famille forcément impliquée dans l'humanitaire. D'ailleurs, même moi, personnellement, jeune, je ne savais pas que je C'est savais venu pas plus de- tard. Voilà. C'est venu beaucoup plus tard, en fait. J'ai toujours demandé comment des enfants savaient déjà ce qu'ils voulaient faire très jeunes. Et je pense que soit tu as un modèle dans la famille, quelqu'un qui fait déjà un métier, les parents ou un cousin, et tu veux devenir médecin comme un tel, ou bien Il tu as une s'identifie passion. à... Ou bien tu as une passion et tu dis, moi, je veux faire ça. Et j'ai toujours respecté les personnes qui ont une passion très tôt, mais moi, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Voilà, on avait des passions, on va dire le football, mais je savais que je n'allais pas réussir dans le football. Ligament croisé oblige. Ah ouais. En plus, je me suis vraiment fait 2 fois les croisés pour l'anecdote. Donc, mais c'était pas en professionnel. Mais voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire à cette époque. Et on pourra développer ça plus tard. Mais je pense qu'on doit vraiment, et c'est une importance très forte, c'est savoir plus ou moins vers quoi on veut se diriger. Je savais qu'en fait, je voulais aider. C'est-à-dire que je savais que je voulais pas faire un boulot pour faire de l'argent. Je voulais pas faire carrière, j'avais pas forcément, mais je voulais être utile. Ouais. Ce sentiment-là, ça je l'ai toujours su. Je voulais pas travailler pour quelqu'un, pour enrichir quelqu'un. Ça, je l'ai su très très tôt. Mais la voie que je voulais, c'était pas vraiment forcément l'humanitaire, parce que quand tu es jeune en primaire, tu sais pas que c'est un métier. Pour toi, voilà, c'est aider les gens, ça se fait en plus. Mais en fait, quand vous avez, je pense, une niya saliha qui est « je veux faire le bien », il faut faire confiance au destin et on Et pourra laisser faire. l'expliquer plus tard et on voit qu'en fait, quand quelque chose est tracé, ça s'écrit. Ok, barakallahu fik. Je vais revenir un peu vers ta jeunesse. Jeune, tu étais un enfant calme, tu étais un enfant turbulent à l'école, ça allait. Tu étais un exemple pour les autres ou c'est juste pour savoir si tu as l'esprit humanitaire, donc en général, on imaginerait que tu étais quelqu'un de très calme, quelqu'un de très empathique, ainsi de suite. Ou en réalité, non, tu étais quelqu'un de hyper turbulent, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Tu étais, on va dire, le canard boiteux de la famille. Et puis ensuite, subhanallah al-adim, révélation oblige, tu t'es dit, ah tiens, je vais me lancer dans l'humanitaire. C'est un parcours avec différentes phases. Petit, d'après mes souvenirs, j'étais quelqu'un de très timide, donc vraiment quelqu'un de très calme, comme Réservé, tu le décris, ouais. etc. Qui faisait pas plus de bruit qu'un autre. Mais on a eu la chance, et je pense que ça c'est important, c'est qu'en fait, on habitait à Bruxelles quand j'étais très petit, puis on a déménagé à Ouamel, donc dans la périphérie. Ouais, donc très Et calme. on a eu, voilà, à l'époque c'était très calme, mais on a eu une enfance, en fait, on va dire un peu cloisonnée sur le côté. On était qu'entre nous, En on campagne, n'était pas, quasi, voilà, hein. c'est ça. Et on avait une bande d'amis, je suis d'ailleurs encore ami avec eux actuellement, et on a grandi en fait séparément du reste de ce que les jeunes connaissaient. On allait au terrain de foot et on était un peu préservés en Dans fait une des bulle. autres. Voilà, préservés un peu. Je l'ai remarqué beaucoup plus tard parce que parfois on avait des décalages avec la génération que j'avais. D'autres, ils avaient, on va dire, des copines ou ils allaient, etc. au cinéma. Et pour nous, c'était quelque chose de spécial. Pour nous, on a grandi entre nous et on a gardé ces valeurs en fait. Comme on était entre nous, on partageait tous les mêmes valeurs ensemble. Ben, quelque part, on a été préservés. On avait toujours cette volonté, cette préservation de la nature, on va dire, première, Cette qui est fitra. Voilà. Parce que je voyais beaucoup de groupes d'amis qui, voilà, très jeunes, s'engrenaient. Ah oui, il faut faire du business. Ils étaient influencés les uns les autres. Moi, je veux faire comme un tel, etc. Et nous, on avait encore, alors qu'on prenait de l'âge, on était encore des gamins, en fait, dans notre L'innocence. tête, tu vois. Et je pense que c'est important de garder ça. Ouais. Parce qu'il y a une part importante qui fait qu'en fait, tu es idéaliste. Il faut être réaliste. En fait, la meilleure des positions, c'est le réalisme, c'est-à-dire que tu es adapté à la réalité. Mais en même temps, tu gardes ton idéalisme. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver chez les enfants, c'est de garder cet esprit primaire qu'ils ont en eux, tout en les guidant, les orientant, et c'est ce que nos parents ont réussi à faire. Masha'Allah. À l'école, ça se passait comment? À Studieux. l'école, moi, on m'a diagnostiqué la dyslexie. Mais à l'époque, c'était pas tellement médiatisé que ça. Maintenant, on voit que les enfants, on parle de Ils le sont tous multidys, quasi, etc. Et je me rappelle qu'en primaire, c'était très compliqué parce que là, j'ai senti la différence parce que voilà, il y avait une psychologue, pas une psychologue. C'était au niveau de la lecture que tu avais Oui, c'est ça. ouais, Même ouais. en fait, c'était multidys, mais je ne le savais pas. À l'époque, ok. on nous avait dit dyslexique et moi, mon cerveau C'est un n'a mot retenu nouveau. que ça. c'est vrai. Mais en fait, je sentais que j'avais des difficultés. Mais, subhanallah, ce qui est différent, c'est que dès qu'on vous retire quelque chose, subhanallah, il y a quelque chose d'autre qui se développe. Ouais. Et je me rappelle de me souvenir de mes amis quand j'étais jeune, il y a un sens de l'imagination hyper développé. C'est-à-dire que nous, avec presque rien, on imaginait des aventures, etc. Et beaucoup d'amis aimaient bien jouer avec moi parce que voilà, on savait qu'on ne s'ennuyait pas. Et c'est quelque chose que je pense qui est lié à ça, cette perte, parce que ça m'est resté. Par exemple, actuellement,
Je sens encore des lacunes par rapport à des troubles de concentration, etc. Mais par rapport à ça, j'ai développé un esprit d'innovation et d'inventivité que je ressens. D'autres vont mettre plus de temps, etc. Et moi, je fais des liens très très rapides entre des choses qui fait que je pense qu'il y a une balance. Et on compense. Donc, comme je te disais, en primaire, ça a été un peu compliqué. Mais après, en fait, on se rend compte que c'est une méthodologie, les études. Et en secondaire... Tu comprends comment ça fonctionne plutôt. Voilà. Donc, et je pense que c'est important, et je reviens à ce que tu disais par rapport aux parents. Beaucoup de profs nous ont conseillé, justement, ils parlent aux parents, ils parlent pas aux enfants, d'aller vers des filières spéciales, etc. Ou bien qui n'arriveraient pas à faire des études supérieures, donc vaut mieux aller vers le professionnel ou le technique. Je me rappelle que ma mère, elle était encore jeune à l'époque, elle voulait se battre, elle disait non, celui-là, parce qu'en fait mes 3 frères on est multi-10, et à chaque fois on nous a conseillé la même chose. Mais elle a dit non, celui-là, il va aller dans le général parce que c'est ce qu'il veut, et moi je voulais suivre mes amis dans le général, tu vois. Je voulais pas qu'on dise lui il a été, et mes tous amis allaient dans le général. Je me rappelle, on avait été dans une école qui est quand même à l'époque avait un bon niveau, qui est l'Athénée Émile Boxtal, très connu, et il fallait minimum 80%. Et moi j'étais beaucoup en dessous, j'étais à 60, même pas, etc. Et je me rappelle, pour le dernier bulletin il fallait, alors on avait fait un effort, etc. Et j'étais arrivé à 70 et j'étais au max de mes capacités. Et c'est là qu'on voit le sacrifice des parents, mais c'est beaucoup plus tard qu'on le comprend. Je me rappelle que ma mère avait téléphoné au préfet, avait demandé un rendez-vous spécial pour dire s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas, alors qu'à l'époque c'était une règle fixe. Et je me rappelle qu'il avait fait cette exception. Et au final, je suis rentré en latine dans le milieu en général. Qui est quand même une filière assez élevée. Alors qu'on parlait d'enfants multi-10, etc. et tout. Et je me rappelle que j'avais toujours des zéros en dictée, etc. Les dissertations aussi, je perdais direct moins 10 points en orthographe et tout. Mais on compensait toujours. J'arrivais à tenir le bout parce que, voilà, avec cette idée, etc., cette inventivité, j'arrivais à compenser par d'autres choses, etc. Au final, j'ai réussi mes secondaires en restant dans le général. Donc, voilà, c'est un parcours... Et donc, comme quoi le travail paye. C'est ça. Donc, des difficultés, dyslexiques, ainsi de suite. Alhamdoulilah, des parents bien derrière toi. C'est ça. Tu es dans une bulle, à OML, donc tu es en dehors de Bruxelles, donc il y a plein de fléaux qui ne t'atteignent pas. Allah fait bien les choses. Et puis ensuite, tu termines tes secondaires, et là, tu as déjà la fibre humanitaire, ou pas encore. Et puis, quel est le choix de tes études supérieures? En fait, à ce moment-là, je ne sais pas forcément ce que je veux faire. Comme je te dis, je suis sur la voie de ne pas vouloir... En fait, je sais ce que je veux pas. Je m'excuse, tu as réussi tes secondaires sans jamais rater. Donc, tu arrives à 18 ans, quasi 18 ans, aux portes du supérieur de l'université. Et comme je te dis, je sais vers quoi plus ou moins je veux m'orienter. Je sais ce que je veux pas. C'est-à-dire travailler tout mon temps pour un patron, faire un truc qui ne me correspond pas juste pour faire de l'argent, avoir une carrière. On n'a pas d'idée forcément. Mais j'ai des sujets d'intérêt. J'aime bien ce qui est géopolitique, tout ce qui est relations internationales, etc. Et je suis un ami, c'est comme beaucoup de personnes, qui fait sciences politiques à l'ULB. Donc je fais une première année là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. C'est complètement trop différent. Ensuite aussi, c'est parfois la première année qui est différente. C'était beaucoup de droit, beaucoup de philosophie, etc. Et c'est un certain milieu culturel aussi. C'est vrai, les clichés, que c'est souvent des personnes qui sont fils d'un tel et il faut bien faire des études. Donc cette étude... Il faut le diplôme en Sciences Po. Et Sciences Po, ça passe partout. L'appellation Sciences Po est, comment je dirais, faussée, parce que en première année, on appelle ça les Sciences Po, mais les cours n'ont rien à voir quasi avec la politique. Donc tu arrives, tu es en contraste avec ce que tu recherches. C'est ça, et j'étais même pas sûr de vouloir m'orienter là-bas. Et comme la plupart des gens qui sont là-dedans, en fait, je pense pas qu'il y ait une décision claire dans la carrière. Quand tu vas là-bas, en fait, tu ouvres des portes. Mais ça m'a beaucoup appris parce que ça m'a confronté une première fois à l'université, au fait qu'en fait, il n'y a plus de suivi derrière, c'est-à-dire que tu es libre, etc., de faire ce que tu veux en termes d'études. Cette année, je ne l'ai pas fini, mais parce que je ne me reconnaissais pas là-dedans, mais je savais que je voulais m'orienter. Là, je commençais à comprendre que je voulais aider, en fait. L'humanitaire, là, comme j'avais un certain âge, je comprenais que c'était un métier. Alors, je me suis posé la question... Comment être utile? Alors on est passé par, à l'époque j'aimais beaucoup le sport, je me suis dit on va peut-être faire pompier, au moins voilà, tu joins l'utile à l'agréable, donc tu dépenses, en même temps tu es utile, etc. Mais j'étais jeune, j'avais 18, 19 ans. Et la formation est assez longue. C'est ça, et il y a plein de contraintes, il fallait le permis, un certain nombre d'années, etc. La formation est longue, il y a des tests, ça veut dire qu'en fait... Il y a une liste d'attente, voilà. réserve de recrutement. C'est des régions, etc. Voilà, c'est très compliqué, donc ça veut dire que moi et un ami on s'entraînait, mais tout en se disant voilà... le jour où il y a un test, etc., tu ne peux pas rester 2 ans à attendre qu'il y ait un test, tu vois. Donc, je me suis lancé, je me rappelle qu'il fallait se lancer l'année suivante.
j'ai fait professeur primaire. Donc tu vois qu'il y a toujours une fibre sociale, la volonté de vouloir être utile. Tu as fait un cycle primaire. Ouais, au début. Donc une formation, un cycle primaire, une première année. année. Cycle primaire, je me suis lancé en première année. Encore une fois, le contact avec les enfants, super. Mais derrière, c'est ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si toi, tu es dans le milieu de l'éducation. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est préparation de séance, c'est le travail qu'on ne voit pas. Très lourd, Et ça, je ne me voyais pas dedans. Tu vois, je me suis dit, moi j'ai envie, en tout cas à cette époque, j'étais fougueux et jeune encore. Je me suis dit, il faut quelque chose de concret directement. Et je me suis dit, j'ai commencé à me renseigner un peu sur l'humanitaire. Et la voie la plus courte, en fait, et la plus claire, c'est le médical. C'est-à-dire que là, vous avez directement accès au terrain, et c'est ce que je voulais, en fait. Donc, pendant cette année-là sabbatique, on va dire, j'ai voyagé un peu. J'ai fait un peu des pays en Afrique, des pays en Asie. Et là, je me suis rendu compte que, j'aimais beaucoup ça. Et je me suis dit, s'il y a moyen de mêler les deux, ce serait vraiment super. Donc, je me suis lancé dans le médical. Je ne me voyais pas faire 8 ans, plus encore la spécialisation. Donc, au médecin, je savais que je ne voulais pas. Tu es redescendu vers infirmier. C'est combien d'années, c'est infirmier 3 ans, 4 ans? C'est 3 ans. Maintenant, c'est passé en 4 ans, mais à l'époque où j'y étais, c'était 3 ans. Plus une spécialisation si tu veux la faire. J'avais un ami qui était déjà là et qui avait doublé, donc il m'a laissé quelques pistons, etc., comme il avait déjà fait à sa première. Donc, c'était un argument pour aller là-bas. Et donc, voilà, j'ai fait mes études à Francisco Ferrer. Tu as enchaîné les 3 ans sans aucun souci, tu réussis sans bien. aucun souci, en fait, c'est une expérience. Ça, on aura l'occasion d'en parler. J'ai développé un énorme respect pour cette profession. C'est vraiment, en fait, c'est pas un métier, c'est une vocation. C'est-à-dire qu'en fait, et on nous disait souvent, tu fais pas infirmier parce que tu cherches un emploi. Tu fais infirmier parce que c'est en toi, tu as envie d'aider, etc. Et j'ai vu des gens, pour l'anecdote, je me rappelle un jour, je suis en 2e, je crois, je suis encore tout jeune, je dois avoir 20 ans, et je termine à 20h, donc c'est le shift du soir. Donc, comme on le rappelle, il y a un shift du matin, de 7h à 15h, puis de 15h à 20h, puis il y a toute la nuit, et je croise l'équipe de nuit. Donc une vieille dame qui est dans l'ascenseur, et qui me croise, mais elle me croise et elle ne me connaît pas, je ne la connais pas du tout, elle était dans un autre service, et elle me dit « Mais t'es tout jeune, toi, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» Mais je lui dis « Moi, je veux devenir infirmier, etc. » Elle me dit « Mais barre-toi !» Il me dit « On souffre ici, elle avait 40, 50 ans, etc. T'es encore jeune, fais quelque chose d'autre, tu vois. » Blasé par ce métier, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'infirmier se retrouve, en fait, il est écrasé entre le marteau et l'enclume. Il est le lien entre les patients et les médecins. Les patients veulent voir les médecins, donc ils mettent la pression, etc. Et le médecin te rappelle en te disant « Ben oui, dis-lui ça, etc. » Et donc, en fait, tu es en constante pression, c'est-à-dire que jamais l'un n'est satisfait de l'autre, etc. Et il y a eu la crise du Covid qui les a mis en lumière. C'est-à-dire que là, on a commencé à comprendre que voilà, c'était des personnes qui se sacrifiaient, mais avant ça, aucune reconnaissance dans ce milieu. C'est pas bien payé, etc. Et je me rappelle qu'il y avait plein d'avis qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Fais quelque chose d'autre. Ou bien va dans le privé après pour faire de l'argent, etc. » Mais il y avait quand même des personnes passionnées qui faisaient vraiment ce boulot pour ce qu'il est. Donc, pendant ce parcours-là, j'ai été confronté à plein de stages, etc. Et le rapport patient, il était vraiment ce que je voulais faire. Mais le milieu hospitalier, avec ce que ça commençait à devenir, parce qu'en fait, voilà, faut comprendre niveau politique, voilà, la rentabilité, ça commençait à devenir compliqué. Je savais que j'en allais rentrer dans quelque chose qui n'est plus en fait avoir du lien avec les gens et les aider et être là, en fait. Déjà en fin de formation. C'est ça. Ouais, je suis déjà en 3e et je sais que j'entame un master que je fais actuellement. Je suis en train de finir un master en santé publique. Il me reste pratiquement rien en santé publique, mais ça, je l'ai fait par, on va dire, précaution, parce que ça te permet en fait, parce que tu tiens jamais longtemps en infirmier. Hein. Tu fais une carrière de 10, maximum 15 ans. Après, soit tu pars, il y a beaucoup de shifts. Et donc, du coup, ce master, il te permet d'être chef ou cadre, ou bien, même si on te lance dans l'humanitaire, comme il faut savoir que pour les missions humanitaires en tant que médical, c'est des missions courtes, c'est-à-dire que c'est rare, il y a très peu d'élus, de personnes qui travaillent dans le milieu tout le temps, c'est-à-dire que c'est une mission que tu vas avoir d'1 mois ou 2 semaines, mais il faut avoir un master en fait pour avoir un poste fixe. Donc en fait, c'était intéressant, et comme j'étais lancé dans les études, je me suis dit autant continuer, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui déjà dans l'optique de te lancer dans l'humanitaire après, ça, donc voilà. Tu savais qu'il te fallait ce master pour pouvoir te donner à fond dans l'humanitaire. Avoir une carrière en fait, tenir sur le long terme. Sinon l'humanitaire c'est Mais tu travailles déjà comme infirmier ? Non, parce que justement, pendant, on aura l'occasion d'y revenir, pendant mon parcours scolaire, donc dans les dernières années, le début du master, je vais avoir l'occasion de rencontrer les administrateurs du Human Smile. Ah, okay, ça va pouvoir se mettre en place. Mais donc à ce moment-là, ta formation infirmier est finie. Là, actuellement, tu termines un master. C'est ça. Donc, c'est en 2 années supplémentaires. C'est ta dernière. Plus rien, OK. Et puis, tu finis à peine ta formation d'infirmier. Et puis, Allah fait en sorte que tu te retrouves dans un endroit et tu rencontres une personne qui est un des responsables de Human Smile. C'est ça. En fait,
moi-même, en tant qu'infirmier, je me dis, mais comment, en fait, je vais rentrer dans l'humanitaire? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2-3 associations. Il y avait Médecins du Monde, Médecins sans frontières. J'avais des petites stratégies, tu vois, on croit qu'on est malin. On va se montrer en tant que bénévole à Médecins du Monde, etc. Mais Tout le monde après, fait ça. et à ce moment-là, tu comprends qu'en fait, non. Il y a très, très peu d'élus. Je crois qu'ils ont 4-5 personnes qui ont des masters et qui ont des positions là-bas. Mais le reste, c'est un chiffre constant, en fait. C'est Ouais. soit des bénévoles, soit des personnes qui ont une mission de 2 mois, 3 mois, puis qui partent, etc. En fait, il y a très, très peu d'élus dans le milieu de l'humanitaire, et c'est compréhensible. Et à ce moment-là, en fait, j'étais beaucoup dans des groupes d'aide, d'entraide, etc. Comme il en existe plein, des groupes WhatsApp, il y a des maraudes, venir aider une association en tant que bénévole, donner des coups de main. Et j'étais dans une association, dans un groupe, justement, qui un jour, on a reçu un message de venir aider une association que je ne connaissais pas du tout, qui était Human Smile, pour une aide, en fait, parce que chaque fin d'année, on envoie du courrier, et donc il y a beaucoup de courriers, donc parfois ils ont besoin d'aide pour vouloir mettre tous ces calendriers, en fait, dans le courrier, etc. Et donc j'arrive sur place avec des amis, donc on n'est vraiment pas du tout, c'est juste pour rendre service. Bénévolat. C'est ça. Et même pas dans l'intention, comme je te disais avec Médecins du Monde, de vouloir faire quelque chose. Je ne connais pas du tout l'association, je ne sais pas ce qu'ils font. On est en train de travailler, je discute avec je me rendrai plus tard compte que c'est un administrateur, et je discute et c'est super intéressant parce qu'il y a une dimension de travail, il nous explique un peu le terrain, il nous explique la partie, on va dire, réflexive, les coulisses, etc. Et c'est vraiment intéressant. Et donc à la fin, on nous appelle une deuxième fois, une troisième fois. Tu réponds à chacun des appels. C'est ça, parce qu'en fait, on passe de bons moments, on est bien accueillis, etc. Et c'est la politique d'ailleurs que garde Human Smile quand elle invite des bénévoles, c'est qu'en fait, elle ne veut pas les utiliser comme des ressources. Eux-mêmes doivent en tirer quelque chose, ça doit passer un bon moment, et je pense que c'est important. Et un jour, on aide pour complètement quelque chose d'autre, c'était plus de l'installation, je crois, de support pour des échafaudages, etc. C'était en travaux. Et je discute avec un monsieur que je croyais que c'était un ouvrier, en fait, etc. Aucun signe distinctif. Et en fait, il s'avère que c'est l'un des administrateurs. Après, il nous explique par hasard, et je me dis, j'ai été choqué par l'humilité du truc. Que le gars, il est sur le terrain, il est au four, au moulin, puis tu apprends en fait qu'il est à l'international, etc. Et il va pas te le dire. Il travaille avec toi. Et puis après, ces deux administrateurs... Feeling, il passe bien. C'est ça. Et puis après, on vient me voir. Et en fait, regarde, subhanallah, le destin. Ils apprennent que je suis dans le médical. Donc, le profil est intéressant. Et eux, ils cherchaient, et ça je ne savais pas, en coulisses, peut-être qu'ils allaient ouvrir un projet, on va dire médical, plus vers un projet bruxellois, vers un centre de santé ou quelque chose dans le sens-là. Mais c'est très compliqué au niveau des autorisations, etc. Et donc, ils m'ont recruté plus pour cet aspect médical-là. Tu vois, ils m'ont fait une proposition. Moi, je n'ai pas déposé de CV. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, je suis étudiant. Je suis encore étudiant à l'université. C'est ce que je recherche. Ça peut combiner, quoi. Je leur dis que je suis étudiant et que voilà, ça peut être un job pour l'instant, le temps de faire rentrer des sous. On est en quelle année, là 2021. Début 2021. 2021, ouais. Il n'y a pas longtemps. Et donc, fin 2021, on est en octobre. Et donc, je me dis, ouais, pourquoi pas, c'est une opportunité aussi, parce que moi, je suis encore dans ce plan de carrière de MSF, etc., tout en ne tenant pas compte de cette réalité-là, qu'on discutera plus tard. Je me dis, ça peut être une bonne étape. Donc, c'est une expérience dans l'humanitaire, et puis après, me dire rediriger avec le master, etc. Et en fait, on me fait cette proposition. Et quand je suis engagé, on me dit, voilà, l'association, elle a des projets internationaux, elle est déjà posée, elle est déjà reconnue. Elle a ce travail de terrain avec plein de partenaires à l'international, mais on voudrait développer des projets en Belgique. Parce que c'est important, parce que même islamiquement, c'est important de travailler autour de soi, etc. Et qu'il y a vraiment une réflexion. Et je respecte beaucoup mes administrateurs pour ça. C'est qu'ils se sont dit, on va prendre quelqu'un de jeune, donc quelqu'un de la génération, en fait. Quelqu'un issu du terrain. Voilà, issu du terrain, quelqu'un qui a... qui connaît les codes. Voilà. Et c'est un aspect, c'est un sens de l'humilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, ouais, mais nous, même si on vient d'un autre contexte, on connaît le terrain avec aussi. la parce bouteille, qu'on y avec vit, l'expérience. Et ils ont eu cette humilité, et c'est un choix pas facile, parce que si tu prends de la jeunesse, tu prends tous les défauts de la jeunesse qui vont avec. Donc l'inexpérience, la fougue, parfois le sentiment d'être en contradiction avec la vision, tu vois. L'idée, c'était quoi? C'était de préparer une relève, ou d'après toi? J'imagine, mais moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, il y a eu une humilité de se dire, nous, on a fait notre partie du boulot. On est même peut-être dépassé. Voilà, on va tenter quelque chose, parce que, et comme je le disais, cette sagesse qu'il y a chez mes administrateurs, que je remercie, c'est que, voilà, qu'on salue au passage, c'est qu'il y a toujours cette dimension qui ne vont pas te mettre en avant directement tout. C'est au passage, c'est peut-être 2-3 ans, et j'apprendrai encore des choses sur eux beaucoup plus tard, qu'en fait, tu vois qu'il y a une réflexion beaucoup plus menée. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette réflexion de se dire, nous, on a fait avec ce qu'on a pu, on doit laisser la place aux jeunes. Et c'est très, très difficile. Transmettre le flambeau, c'est ça. Et c'est très difficile, parce que là, c'est facile de me dire à ma position de jeune.
Mais si moi je continue dans cette voie et que Tu te j'aurai retrouveras dans la situation 30 ans, etc., et qu'un petit genou vient et me dit non, en fait, t'as rien compris, il T'es à faut côté de la passer plaque. à la lentille en 3D et tout. Et je lui dis non, il faut faire comme on veut avec les réseaux sociaux, etc. Et il faut avoir cette humilité de laisser cette place aux jeunes tout en apportant son expérience. Et je pense que c'est ça la combinaison qui fait Alors, qui est la je meilleure. voudrais justement faire une petite pause dans ton parcours à toi. Tu nous as parlé de Human Smile. Juste un peu plus nous développer. Donc, c'est une association humanitaire musulmane qui travaille à l'international et qui travaille en Belgique. Moi, j'ai découvert Human Smile il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, toi, tu me dis que c'est une association qui est sur le terrain depuis belle lurette. C'est ça. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous en dire un peu plus sur elle? Ben, comme toi aussi, quand je suis arrivé, tu as bien vu dans mon histoire, Ouais. je suis arrivé en tant que bénévole, je ne connaissais pas du tout l'association. Il faut savoir que c'est une association qui travaille... Human Smile, donc sourire humain. C'est ça. Ouais. Ouais. Le nom, comme l'indique, notre objectif, en fait, c'est de rendre le sourire aux sourire aux personnes gens, qui ouais. l'ont perdu. Et je pense que ce nom a une forte... un fort sens parce que j'ai déjà discuté avec d'autres associations, etc. Et à chaque fois, comme tu viens de le faire, ils tiltent sur le nom. Tu vois, le message est déjà dedans Ouais. et c'est un message d'ouverture. C'est pas un nom forcément en arabe qui fait que c'est une niche, quoi. Tu vois, c'est Et ouvert puis à tout. Human, donc à toute l'humanité. C'est ça, et sans discrimination. distinction, Et c'est vraiment ce ouais. qu'on fait. On aura l'occasion d'en discuter après. Et donc, comme je te disais au début, voilà, je connaissais pas non plus. Puis j'ai appris en fait à connaître que c'est une association qui a été fondée en 2015, mais elle se base déjà sur l'expérience des deux administrateurs qui étaient déjà dans le milieu associatif depuis 30 ans. Là, machallah. Donc voilà, ils ont toute une expérience et qu'ils ont développé des choses. Et en 2015, ils nous ont lancé Human Smile, qui a pour but d'être humanitaire à l'international et en Belgique plus tard. Mais c'est une association belge. C'est ça, Ok. ouais, basée en Belgique. Et en fait, c'était, je ne vais pas dire un choix, mais ce n'était pas dans la stratégie de forcément avoir cette visibilité. Leur premier travail, c'était de créer des relations, d'avoir des antennes dans les pays où on travaille, en Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient, etc. De créer ce travail de relation. Et ce travail de relation, il prend du temps. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Avoir un collaborateur de qualité, même si ça doit prendre 2-3 ans à se trouver ou même plus, c'est beaucoup plus important et qualitatif que de trouver quelqu'un qui va te faire le travail vite fait, mais après, tu n'as pas de suivi, etc. Et donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai pu voir, ah oui, ils ont des antennes, etc., dans différents pays internationaux, il y a à chaque fois des partenaires, il y a des retours et tout, mais il n'y avait pas cet aspect, comme tu dis, de visibilité. Et nous, on est déformés par l'époque, parce que pour nous, quelque chose qui n'est pas visible, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas qualitatif, etc. Et au contraire, au plus tu rentres dans le milieu, au plus tu vois qu'en fait, les choses qui sont visibles, beaucoup de choses qui sont visibles parfois n'ont pas de fond. Et beaucoup de choses, des personnes qui travaillent dans l'ombre, etc., sont des associations qui sont très ancrées sur le terrain. Et donc c'était le cas. Mais comme on le disait, on vit dans une époque particulière et ils ont eu cette vision qu'il fallait changer aussi, parce qu'on vient avec une nouvelle génération qui, elle, a besoin de voir, en fait, qui fonctionne moins à la confiance, qui a besoin de... Parce qu'ils ont été habitués à voir toute cette actualité sur les réseaux sociaux, les gens veulent voir où va leur argent. Et puis, les codes d'aujourd'hui, c'est d'exposer ce qu'on fait. Donc, ça. voilà. Les anciens, tu le disais là tout à l'heure, lorsqu'on préparait l'émission, les anciens travaillaient à la confiance. Lorsqu'ils donnaient, ils oubliaient. Aujourd'hui, on est une génération qui est beaucoup plus exigeante. Donc, donner, mais on attend en retour pour s'assurer que ce qu'on a donné a été utilisé comme bon père de famille. C'est logique. Et je pense que l'avantage de tes administrateurs, c'est qu'ils l'ont compris. Sinon, je ne pense pas qu'ils auraient transmis le flambeau à un petit jeune qui, lui, est dans, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que la qualité principale, en fait, de l'être humain, même si c'est la qualité importante dans l'humanitaire, c'est la capacité d'adaptation. Ouais. Tout ce qui ne s'adapte pas disparaît, en fait. En fait, tu dois être en constant mouvement parce que tout ce qui est à l'arrêt, en fait, recule. Régresse. Donc, tu vois, on fallait toujours être dans cette évolution et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et donc, là, on est en train de travailler sur cette visibilité. Alhamdoulilah, ça commence à prendre un petit peu. D'où le podcast d'aujourd'hui, entre autres. C'est ça, entre autres. On remercie Darifton pour cette fenêtre qu'ils offrent à Human Smile et entre autres à toi, Fadi. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on voudrait les remercier parce qu'il faut des acteurs qui mettent en avant les différentes personnalités de cette communauté, les différentes actions qui existent parce que malheureusement, on manque cruellement de visibilité. Parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, la visibilité. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, que voilà, quand vous voyez une vidéo, vous ne voyez pas le travail qui est derrière. On remercie Darifton de faire ça, justement, et si on peut les aider de n'importe quelle façon, on va pousser la chose, parce que c'est vraiment important, Inch'Allah. Et comme on disait, voilà, il y avait ce manque cruel de visibilité qui était un choix. Il faut bien se le dire que ce n'est pas par défaut.
Maintenant, on est en train de travailler dedans, on est en train de rajeunir les équipes. Voilà. Qui dit rajeunissement dit nouvelles idées, mais voilà, dit confrontation de génération. Mais je pense que c'est positif. Parce Il faut passer par là. Voilà. Je pense que voilà, le fait de se dire non, c'est les vieux qui ont raison, les vieux, désolé. Les anciens. Voilà, les anciens. Les expérimentés. Voilà, les expérimentés qui ont raison, ou bien dire c'est la jeunesse qui a raison, je pense pas. Ouais. Je pense qu'il faut profiter de l'expérience de la génération précédente, il faut profiter de la fougue de l'innovation et des idées de la nouvelle génération. Et de les mélanger. Je pense que c'est ça qui a fait le succès de tous nos prédécesseurs, etc. L'alchimie entre l'ancien et le nouveau, entre l'expérience et l'envie de faire bouger les choses et cette force, cette énergie de ne pas avoir peur d'aller vers le nouveau. Nos jeunes, on l'explique souvent, les jeunes qui ont répondu au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour ce nouveau message, alors que les anciens, ils étaient beaucoup plus, on va dire, allergiques au changement. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Le prophète est arrivé à créer une alchimie entre les anciens et les plus jeunes, et ça a donné une génération qui a changé le monde. Et je pense que c'est ce qui se passe chez Human Smile, entre autres. Tu peux nous expliquer plus concrètement quelle est ta mission à toi dans Human Smile? Donc, on te propose d'intégrer les équipes. Le premier objectif, c'est de rendre l'association beaucoup plus visible. Et puis ensuite, tu vas te lancer dans des projets. C'est quoi exactement ta journée type? C'est quoi? Tu fais quoi quand tu arrives au bureau? Pour revenir au fait, comment on m'a lancé dans le grand bain, parce que pour moi, c'est complètement nouveau. Je n'ai jamais d'expérience en fait, en termes dans l'humanitaire, etc. C'est un peu, je ne sais pas si tu vois la référence, le film Karate Kid. Ouais. Quand vous voyez le maître qui lui dit de faire quelque chose, alors que l'élève ne comprend pas forcément pourquoi il doit le faire, mais qu'il y a une sagesse derrière. En fait, on m'a lancé directement dans le bain en me disant, voilà, c'est l'humanitaire en Belgique, etc. Est-ce que tu vois de ce que ça parle? Je dis plus ou moins. Et moi, j'ai les clichés, quoi. On va faire des projets en Belgique, on va distribuer des sandwichs, on va distribuer des couvertures en hiver, etc., Ramadan et tout. Ça me botte pas plus que ça, parce que j'ai toujours eu cette vision qui est que d'élargir un peu le spectre, d'amener un peu de complexification et de connaissance du terrain par rapport à ça. Mais je me dis, voilà, c'est une expérience. Comme je te dis, je ne me vois pas forcément à ce moment-là faire carrière à Human Smile. Et je remercie l'un des administrateurs de m'avoir mis le pied à l'étrier en me disant, bon, tu vas prendre le poste de chef de projet directement, alors que c'est une responsabilité, donc c'est mettre en place ces projets-là. Et justement, il me dit, voilà, on était en hiver quand j'ai été recruté, ben voilà, on va cette année lancer un projet en Belgique, un projet en hiver, et tu vas le lancer, sans aide, sans rien. T'en sais pas plus, lance un projet. Je dois lancer un projet en hiver, okay. Et Human Smile n'avait pas de projet précis, en tout cas en hiver. Et là, tu parles du fameux projet Igloo. C'est ça. Ok, tu peux nous en parler? Et donc à ce moment-là, je me dis, mais c'est un peu spécial comme ça de lancer quelque chose, parce que moi, à ce moment-là, ils me connaissent pas. C'est débrouille-toi en fait. C'est ça, ils me connaissent pas. Peut-être que je vais faire n'importe quoi et que ça va être un échec, etc. Et donc, j'utilise le bagage que j'ai reçu, que j'étais en universitaire à ce moment-là, et je pense que c'est ça qui manque un peu dans l'humanitaire, c'est la critique que j'avais déjà avant là-dedans, c'est qu'en fait, n'importe qui peut lancer une association actuellement en Belgique, c'est-à-dire 2-3 amis, toi, moi, on a envie de faire du bien et on lance une association. Il n'y a pas forcément de compétences ou de certification derrière. Alors que si vous voulez monter une boîte, ben forcément, il faut la gestion, etc. Il faut un bilan, il faut plein de choses. etc. On voit que les choses qui ont de l'importance, alors ça demande du temps, des études, etc. Que les gens, quand on se lancent à Solvay, ils préfèrent faire des études parce qu'ils investissent dans eux-mêmes pour pouvoir lancer quelque chose. Et dans l'humanitaire, alors que c'est peut-être la chose la plus importante d'aider les gens, on peut le faire, on peut le faire comme ça. Et quelque part, il y a un côté positif parce que si on mettait beaucoup de freins, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lanceraient. Mais quelque part, comme on pourra le voir après, ça a des retombées et on peut le voir. Et moi, je voulais utiliser justement cette combinaison comme j'étais étudiant. Je me suis dit, bon, on va utiliser le bagage. Comme j'ai fait des études en santé publique, donc c'est beaucoup d'analyse, etc., du système de santé, etc., et comment il fonctionne, je me suis dit, venez, on va faire une photo au moment même de ce qui se fait en Belgique. Donc j'ai regardé plus ou moins les autres associations, ce qu'elles faisaient, et pas juste les associations musulmanes, je regardais le spectre des autres associations belges, ce qui se faisait, et je regardais un peu, ok. Chez les associations musulmanes, malheureusement, en tout cas sur le terrain belge, c'est souvent la même chose. Mais parce que ça répond à un besoin. C'est tout ce qui est nourriture. En tout cas, en hiver, c'est protection du froid, etc. Et les associations, on va dire, belges, ont une différence, c'est qu'elles se spécialisent dans certains secteurs. Vous allez voir des associations... Un créneau bien précis. Voilà,
qui vont se spécialiser dans le sans-abrisme, et pas juste le sans-abrisme, l'hygiène dans le sans-abrisme, ou d'autres sur la cause de la femme dans le sans-abrisme. En fait, et ils cumulent de l'expérience sur 30 ans, etc. Mais ça devient des experts. Et nous, les associations, on va dire, musulmanes, on a tendance à faire plein de choses très différentes. C'est un peu peut-être un réflexe de commerçant arabe qui est que tu veux un puits, ben j'ai un puits. Tu veux construire ça, ben j'ai différents projets. En fait, on te montre un peu de tout. Et je pars de l'idée, en fait, de ce qu'on m'a transmis en tant qu'étudiant, qu'on ne peut pas être un expert de tout. D'office, tu dois te spécialiser. Et donc, je pars de cette idée-là et je me dis, mais bon, on ne peut pas non plus venir et rattraper toute l'expérience qu'ont les autres associations depuis 30 ans. Le retard sur les autres, ouais. On ne peut pas venir et faire la même chose que les autres. Pourquoi ? Parce que déjà, on va venir installer de la concurrence alors qu'il n'y en a pas besoin. On va venir diviser encore plus la communauté. Les dons, on va prendre une part de marché qui est peut-être réservée aux autres. Ça ne sert à rien. C'est un mauvais message, en fait, qu'on envoie aux autres. Et il n'y a aucune plus-value à faire cela. C'est ça, en fait. Et je me suis dit, bon. Et là, il y a une réflexion qui est intéressante et que je garde dans tous les projets que je lance. En tout cas, et c'est ça qu'on revient encore à la liberté que j'ai en tant que chef de projet, c'est qu'on ne m'impose pas un projet. On ne va pas me dire fais ça et alors on va me demander des comptes après. Mais on te donne un temps limite maximum où tu dois pondre ton projet. C'est ça, oui. Il y a ou des bien est-ce créneaux. qu'on te dit vas-y, fais ce que tu as à faire et reviens chez nous. En tout cas, pour le projet hiver, bien sûr, il y a la temporalité de l'hiver. Voilà, c'est ça. Certains autres projets, il y a des temporalités. Donc tu as quand même une pression qui te dit il faut que je sois productif. Bien sûr, il faut arriver à certains objectifs, il faut de la rentabilité. Ouais. Parce qu'il faut réfléchir que chaque projet, il faut de l'argent pour que ça se fasse, etc. Donc, il faut réfléchir au projet, à l'utilité, et il faut le rentabiliser aussi pour qu'il puisse tenir et le pérenniser. Tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Igloo, en fait, il répond à un besoin. En fait, on a été sur le terrain et on s'est rendu compte, moi et un collègue, qu'à chaque fois on demandait, quand il faisait très très froid, les personnes où elles dormaient, on voyait qu'en fait les personnes préféraient parfois dormir à la rue que d'aller dans les centres d'accueil. Très souvent, ils refusent. Ouais. Et il y avait aussi déjà une pénurie dans les places en centre d'accueil, il faut le savoir. Et on se disait, mais pourquoi ? On essayait de comprendre, on a fait des recherches. Je me rappelle que même dans le cadre de mes études, j'ai dû interviewer des personnels du SAMU. Et tu te rends compte en fait que la problématique, on mélange des cas, parfois des cas psychiatriques ou des personnes violentes avec des personnes dont c'est le premier jour dans la rue, dans des centres où c'est normal, le personnel est pas assez en quantité suffisante. Ouais. Donc du coup, c'est difficile de gérer. Il y a des choses qui se passent, ouais. C'est ça, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout y aller. Donc on se dit, mais voilà, là il y a une problématique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, comme on disait, on revient à cette notion de destin, je regarde sur les informations et il y a une personne à Namur qui est décédée, c'est un sans-abri qui est décédé parce qu'en fait, elle ne voulait pas aller en centre d'accueil parce qu'elle s'était fait agresser et voler. Donc elle préférait rester à la rue, même dans le froid, quitte à mourir. Et il y avait tout ce dilemme éthique. Est-ce qu'on l'oblige ou pas ? Est-ce qu'on contraint la personne, donc on lui retire sa liberté de choisir, ou bien on la laisse mourir, c'est la non-assistance à la personne en danger. Et je me suis dit, mais on ne doit pas rester dans cette dualité, pourquoi on commence à faire des débats éthiques, proposons une alternative. Donc j'ai essayé de chercher dans les associations belges, parce que je voulais vraiment faire du belgo-belge, j'ai envoyé un message que c'est ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Et j'ai cherché un abri peut-être qui pourrait protéger ces personnes du froid. Ça n'existait pas en Belgique. Donc en France, j'ai trouvé une initiative qui est un ingénieur en fait qui a lancé une initiative en créant des igloos. Des igloos, c'est quoi ? C'est des abris en fait en polystyrène, facilement démontables, etc., très légers. Style forme tente qu'on vend. C'est ça, oui, comme un igloo. On le voir sur nos réseaux sociaux. C'est ça se plie, etc. Et en fait, à l'intérieur, c'est moi, je suis pas un ingénieur, je pourrais pas vous dire, mais des composants comme de l'aluminium. Et donc, en fait, qui garde chaud. Vous êtes votre propre chauffage, en fait. Ah ouais, donc tu produis ta propre. Et il y a une différence quand même de 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui est énorme. On avait des retours de sans-abri qui nous disaient, moi, j'ouvrais la porte en pleine nuit, en plein hiver, parce que à la fin, il fait très chaud dedans. Et donc, on les a contactés. On a dit, on est très intéressés par l'idée parce que ça n'avait pas été importé ici à Bruxelles. Donc vous étiez novateur, c'était les premiers en Belgique à Bruxelles à avoir ce style de... Il y avait une expérience en Wallonie, mais ça n'avait pas marché parce que l'association n'était pas assez grande ou la réflexion du truc n'était pas bien vendue. En fait, le public n'a pas suivi, donc ça s'est arrêté. Mais alors, on a repris contact et alors on a pris au début... En fait, il faut savoir que chaque fois, comme c'est des nouveaux projets, c'est des projets pilotes. Donc en fait, on teste. Il faut savoir qu'il y a une problématique aussi qui est intéressante, un point qu'on pourrait soulever, c'est que le choix de commencer par le sans-abrisme n'est pas un choix anodin. C'est pas, on s'est dit, ceux qui sont les plus, on va dire, prioritaires, c'est les sans-abri. En analysant le spectre des populations cibles à Bruxelles, on s'est rendu compte qu'il y a plein de problématiques. Il y a les étudiants précaires. Ouais.
il y a des personnes âgées de notre communauté qui sont délaissées dans les hauts. Mais ça, avec l'expérience que j'ai dans le milieu infirmier, Hospitalier, ouais. on s'est rendu compte que voilà, il y a une grosse problématique de personnes qui se sentent seules, etc. On a des femmes en centre d'accueil avec des enfants, etc. Il y a plein de problématiques. Il y a l'enfance, etc. Mais on se disait, voilà, il faut tenir compte de la réalité. L'association, elle existe avant moi. Elle a des donateurs qui ont une certaine vision, une certaine compréhension des choses. Tu ne peux pas venir et les brusquer comme ça. Dire du jour au lendemain, on va. C'est notre premier projet en Belgique. Et à chaque fois, on se disait, bon, venez, on lance un projet étudiant. Mais si on lançait un projet étudiant, on venait déjà sentir la critique parce qu'on testait avec des petits groupes. Oui, mais ces gens ont des parents, et c'est leurs parents qui doivent s'occuper d'eux, sans tenir compte de la réalité qu'en fait, et je l'ai appris moi-même sur le terrain, beaucoup d'étudiants en fait, étrangers ne peuvent pas recevoir de l'aide de l'État. En fait, ils doivent avoir un garant qui assure qu'il y a une certaine somme financière sur son compte en banque et qui assure qu'elle va s'occuper. Et cet étudiant ne doit pas être un poids pour l'État. Donc l'État n'intervient pas. Or, et ils sont dans une situation précaire. Dans notre communauté, beaucoup d'accords ont été faits. En fait, voilà, mets juste mon nom et en fait, voilà. Débrouille-toi. C'est un accord. Toi, tu travailles job étudiant. Mais il y a eu le Covid. Beaucoup de jobs étudiants ont sauté. Ouais. Voilà, ont sauté. Et donc, il y a des personnes qui n'avaient plus de garant ni de job étudiant et que s'ils demandaient une demande au CPAS, ils étaient d'office radiés. Ils devaient partir à l'étranger. Donc, ils se retrouvent à la rue. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leurs études pour continuer dans des jobs étudiants, etc. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et à la limite, on ne leur en veut pas parce qu'ils ont leur quotidien. Et ce n'est pas leur boulot, c'est nous qui devons justement s'approfondir ces problématiques et les comprendre. Donc, on s'est dit, on ne doit pas commencer par les étudiants. C'est trop tôt. Parce qu'on doit d'abord faire de la pédagogie, etc. Et ça prendra trop de temps. Et puis faire nos preuves pour que nos donateurs suivent la vague du renouveau. C'est ça. On s'est dit, alors les personnes âgées, parce qu'il y a une grande solitude en fait dans ce milieu-là. Mais on s'est dit, ah non, dans notre communauté en tout cas, les gens vont dire oui, mais c'est la faute des enfants qui ont abandonné leurs parents. Il faudrait les garder à charge. Donc ok, on se dit, on ne peut pas commencer par là. Même si l'ambition, et on l'a mis en place ces projets beaucoup plus tard, on viendra en parler, ça a été, on sait très bien que c'est ça le cœur de cible, plus ou moins. Puis il y a eu les femmes en centre d'accueil, même chose, pourquoi elles ont quitté leur foyer, etc., sans tenir compte de la réalité. On s'est dit, il y a un sujet qu'on va dire qui ne fait pas débat, c'est les personnes qui sont en rue. Ça, alhamdoulilah, même notre communauté, on est les premiers à pouvoir les aider, parce que là, on constate clairement, et surtout en hiver, on ressent le froid et alors on pense à eux. Et on s'est dit, commençons par ce sujet qui est, on va dire, global, qui touche tout le monde, pour voir si, parce que c'est un test, c'est un projet pilote, s'il y a un retour ici, notre public qui a l'habitude d'aider à l'international, adhère au national. Voilà, adhère au national, parce qu'on avait toujours cette crainte de dire les gens n'ont pas besoin en Belgique, il n'y a pas de pauvreté ou il n'y a pas de difficulté. Ce qu'on comprend et ce qu'on essaie à chaque fois de travailler jour à jour pour essayer de faire changer cette mentalité. Et on testait. En fait, on ne savait pas. Peut-être que ça allait être un flop énorme. Ouais. Tu vois, on ne sait pas, c'est la première expérience. Je t'arrête. Donc, ce projet national, c'est un projet que tu comptes mettre en place en dehors de ce que vos donateurs belges font en Belgique pendant le mois de Ramadan, avec la distribution de l'iftar et pendant la période de grand froid. Donc toi, tu voulais vraiment sortir de ce clivage-là et essayer de lancer quelque chose de novateur, c'est ça? C'est ça. C'est un projet qui avait... en fait, on a été étonnés parce que l'innovation, c'est à double tranchant. Ou ça passe ou ça casse. Voilà. Ouais. Soit c'est novateur et les gens sont enthousiastes par rapport au projet et ça finance, soit c'est trop avant-gardiste par rapport à l'époque, ils ne comprennent pas et ça ne prend pas. Et donc... Je me rappelle qu'on réfléchissait à l'époque, il fallait les mettre en place parce qu'il fallait venir déjà avec du contenu. Donc il a fallu avoir une période de travail de terrain qui n'est pas visible encore sur les réseaux sociaux où on a pris une vingtaine d'igloos. Ça a quand même un coût, c'est 120 € l'unité. Mais bon, après les personnes peuvent le garder à vie. 120 € l'igloo. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est rien du tout ça. Après, voilà, on a une communauté. Donc avec 120 €, tu offres, on va dire, un abri temporaire à une personne qui pourrait passer son hiver au chaud. Alors peut-être pas en sécurité, mais au chaud. Tu me dis que les gens ouvrent, c'est un investissement médiocre pour ce que ça offre comme, on va dire, bien-être. Mais tout le monde ne pense pas comme toi, malheureusement. On a tellement été habitués aux moins chers colis à 30 €, puis des colis à 20 €, etc., qu'on est habitué à cet ordre d'esprit. Il y a certaines personnes que ça choque. Parfois, il y a des personnes qui ont la lucidité, comme tu dis, de dire, attends, avec le recul, parce qu'il faut savoir que Igloo, pour nous, c'est pas une solution. C'est une alternative. C'est temporaire, ouais. Et en plus, on essaye, justement, on utilise ces abris qui nous servent de point fixe, parce qu'en fait, le but, c'est de sortir ces personnes de cette situation. Ah ouais, donc c'est de les fixer à un endroit. Ça nous permet de se fixer, parce que plein de fois, on a trouvé des potentiels énormes, des personnes qui voulaient s'en sortir et qui c'était pour des broutilles, qu'ils étaient à la rue, voilà, c'est pour des papiers pas en ordre, etc. Et ils ont été radiés de la commune, et puis il y a un cercle vicieux.
Et ces personnes, on voulait les recontacter, mais comme ils n'ont plus de papier en ordre, du coup, tu ne peux pas leur faire une carte SIM parce qu'il est impossible sans avoir une identité. Donc, on faisait des rendez-vous et on revenait à ces rendez-vous, on les retrouvait Tu perds plus. contact avec un Et potentiel. parfois, c'était parce que, voilà, il y a 10 minutes, il était là et nous, on était arrivés trop tard. Et donc, on utilisait ces igloos comme point fixe où on rencontrait ces gens. Par exemple, on revenait le soir, etc. Et ça nous a permis, la première année, de sortir quelqu'un de la rue. Parce que c'était une personne qui ne se suffisait pas de l'igloo et on a vu qu'elle voulait s'en sortir, etc. Et un monsieur et son épouse, ils venaient de tomber dans la rue, donc c'est un peu plus facile. Mais voilà, on les a soutenus pendant 1 an, ça prend beaucoup de temps, mais c'est grâce à Igloo en fait. Et Igloo n'est pas une finalité. Dans ces projets-là, on ne va jamais avoir, on va dire, l'ego de venir de dire voilà, on pose des igloos et on a sauvé le monde. C'est pas du tout une solution en fait. Nous, notre rêve, ce serait qu'Igloo n'existe pas techniquement, puisque ça prouve qu'il y a une faille dans le système. Et on ne rejette pas la faute sur... Parce que beaucoup de gens rejettent à chaque fois la faute sur c'est la faute du gouvernement, ou bien c'est la faute des associations, ou c'est la faute... Non, je pense que le sans-abrisme, c'est un problème multifactoriel. Les gens sont dans la rue pour plein de raisons très très différentes. La réponse ne peut être que multisectorielle. C'est en travaillant ensemble dans différents corps de métier, la psy, nous qui offrons des solutions provisoires, le SAMU qui offre un certain accompagnement que nous, on n'est pas capable de donner, qui ont une expérience. Je pense que c'est ensemble. Et ce message, il est que le fait que le projet était innovant. Un jour, on marchait, pour l'anecdote, on marchait avec un collègue en maraude et on parlait à une personne en rue d'Igloo, mais nous, on avait un problème, c'est qu'on ne connaissait pas le terrain. Comme je te dis, c'est tout nouveau pour nous. On sort en rue, on ne sait pas à quelle heure, les sans-abri sont à quel endroit, c'était très galère. C'est la découverte, en fait. C'est ça. Et on tombe sur une association qui s'appelle Douche Flux. C'est une association... Douche Flux. C'est ça, Douche Flux, qui est une association spécialisée dans le sans-abrisme et sur l'hygiène du sans-abrisme. La douche. C'est ça. L'hygiène, ils ont un centre, etc. Ils ont aussi un accompagnement. C'est pas une association musulmane, donc non, pas du tout. Et justement, comme on disait, eux, ils sont nichés. Parce que nous, on est plus ou moins... voilà, on fait un peu de tout, mais pas parfaitement. Et alors, ils sont intéressés par le concept, on leur explique vaguement, et ils te disent, mais c'est une super idée. On n'y avait pas pensé, en fait. Et on peut collaborer ensemble, parce que nous, on connaît le terrain, on a des années d'expérience, etc. Nous, on peut dire, celui-là, il veut, celui-là, il veut pas. Donc, nous, on peut couvrir le terrain pour vous. Ils débroussaillent pour toi. Et après, ils te disent, ce monsieur, il est intéressé, ce monsieur, faut pas, il est psychiatrique, il va pas en prendre soin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a ce cliché, de se dire, oui, ils veulent pas travailler avec nous. Ils nous aiment pas, etc. C'est du racisme, de la discrimination. Mais même dans l'humanitaire, on peut penser comme ça. Oui, bien sûr. En fait, comme on le disait, parfois il y a peut-être des choses de l'acquis. On nous a tellement dit. T'es conditionné à. Voilà, on nous a tellement dit qu'à la fin on pense à leur place. Et c'est peut-être pas du tout le cas. En fait, ils étaient dans une démarche, mais votre projet il est super intéressant parce que ça se complète. En fait, c'est un écosystème. Vous apportez quelque chose que nous on n'apporte pas. C'est pas en contradiction. Vous marchez pas sur nos plates-bandes. En fait, on peut travailler ensemble. Il y a de la plus-value, donc il y a tout intérêt à ce qu'on travaille ensemble. C'est ça. Et alors que beaucoup d'associations, on va dire communautaires, comme on ne mène pas beaucoup de réflexion, on fait des projets très basiques. Copier-coller. Et je pense que ça ne les intéresse pas, le SAMU. Tu vas venir leur dire, toquer à leur porte et dire je distribue des sandwichs. C'est super parce que c'est un vrai besoin. Mais ils vont te dire fais-le de ton côté. Continue comme ça. Nous, on ne peut pas travailler avec toi puisque tu n'apportes pas quelque chose. Il n'y a pas de lien en fait. Et nous, on apportait cette solution alternative parce que les gens du milieu savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans les centres d'accueil. Donc tu réponds à un besoin. En fait. Et en fait, on est dans la loi de l'offre et de la demande. Si vous répondez à un besoin, d'office, il y aura un attrait du milieu. Et ça a marché parce que sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu un assez bon retour pour une première année. Qu'est-ce qui a marché ? L'idée était bonne ou en réalité la concrétisation de ce projet sur le terrain, il y a eu combien d'igloos qui ont été distribués ? La première année, 20. 20. C'est beaucoup, 20 ? C'est énorme. Ça répond, c'est énorme. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, on ne peut pas les donner à n'importe qui. Savoir, choisir. Voilà. Parce qu'en fait, c'est encore la différence. C'est pour ça que c'est important. Et je remercie Darifton de nous laisser le temps de nous exprimer sur ce genre de sujet. Parce que si vous dites comme ça, crûment, on ne donne pas des igloos à tout le monde, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là ? Ils font de la discrimination. Mais en fait, il faut savoir que, donc ça a déjà un prix. Si vous donnez à une personne qui est déséquilibrée mentalement, et on a eu le cas, on a eu beaucoup d'expériences, elle va le jeter. Et puis c'est peut-être pas ce qu'elle a besoin. C'est ça. Le lendemain, on a trouvé des igloos qui étaient jetés sur le bord de la route. Heureusement qu'on avait mis notre numéro de téléphone et c'est les gardiens de la paix qui nous appelaient pour nous dire on a trouvé ça, c'est quoi ? Etc. Donc, vous avez une responsabilité envers le donateur. Ouais. En fait, quelque part, quand je trie, je fais ce que le donateur voudrait, que son igloo soit utilisé de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'en fait, on va chez des personnes qui ont un profil Saint-Esprit, c'est-à-dire pas de pathologie. On essaie à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec cette personne, on essaye de les rediriger vers le SAMU et d'autres choses. Mais pour les personnes qui ne veulent pas aller au centre d'accueil, qui sont des personnes vulnérables, donc à partir d'un certain âge,
vu des femmes qui ne veulent pas y aller, etc., ben on se dit autant ne pas les laisser dans le froid comme ça. Donc il y a toute une série en fait de critères qui montrent qu'en fait on donne de l'importance. En fait, le non-respect ça aurait été de prendre des igloos, les distribuer, les jeter. Un igloo mal distribué, c'est une personne dans le besoin qui en sera privée. C'est ça. Donc automatiquement. Et 20 igloos distribués pour une première année, donc pour toi c'est une réussite. Tu vis ça comment pour ton premier projet? C'est ça. Mais en fait, faut se le dire, j'étais moi-même, parce qu'on nous avait tellement conditionné en mode c'est un public qui n'est pas habitué, c'est peut-être un peu trop novateur, etc., qu'on partait déjà avec... c'est pas grave, c'est un projet pilote, on teste, si ça prend pas. Et ça prend. Et nous, on s'attendait même pas que ça prend la première année. C'est-à-dire que, je remercie encore mes administrateurs, ça fait beaucoup, mais de se dire qu'on n'est pas obligé d'être rentable la première année. Ouais. Enfin, on n'a pas cette pression-là. Mais il faut montrer des signes que voilà, ça touche du public ou bien qu'il doit avoir un aspect pédagogique, qu'on a transmis quelque chose. Et en fait, il a été techniquement rentable dès la première année. Parce qu'on a pris une petite quantité, on ne voulait pas prendre trop grand parce qu'on savait qu'on voulait avoir un certain nombre de critères. Et donc, ça a pris, parce que le public, en fait, il était dans le travail de kit double. Ouais. Ben, y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais enfin, quelque chose de différent, quoi. C'est pas forcément la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. On a été contactés par d'autres associations, des associations qui ne sont pas communautaires du tout, qui nous disaient, nous, on aimerait bien collaborer avec vous, etc. Et en fait, ça répond même à l'algorithme sur les réseaux sociaux qui, en fait, quand ils voient l'intérêt, que les gens passent du temps dessus, ils récompensent. Donc, du coup, il te met en avant, etc. Et il nous a mis en avant vers des publics où on a eu beaucoup de retours très positifs sur une première année. Donc, en fait, on s'est dit, on n'était pas sûr de continuer en plus avec le sans-abrisme parce que c'est un public compliqué, faire du travail à long terme. On avait ce travail dans l'ombre, on ne l'a pas affiché. Là, c'est l'une des premières fois qu'on le dit, qu'on a réussi à sortir quelqu'un de la rue avec. C'est un travail qu'on a décidé d'expérimenter. Je ne vais pas, dès la première année, vous dire que nous, on est en train de travailler sur la socialisation de quelqu'un. Imagine, ça ne marche pas. Après, on va nous dire, mais qu'est-ce qu'il en est de ce monsieur? Parce que les gens ne sont pas au courant des difficultés. Il est encore d'actualité, le projet Igloo, là, aujourd'hui? Oui. C'est combien d'igloos tu as laissé? En fait, on est passé de 20 à... Maintenant, une septantaine. Ah, machallah. Une septantaine, mais à chaque fois avec la condition de trouver des publics. Et parfois, on est obligé de faire des compromis. Septantaine, juste pour notre public français. Donc 70. 70aine, je ne sais pas si 70aine. On posera la question à nos invités français. Donc 70 igloos. Donc on passe de 20 à 70 en 3 ans. 3 ans, c'est ça. Machallah. Mais... Pour tes administrateurs, ça c'est un projet réussi. Oui. Okay. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, 70 c'est pas grand-chose, 70, il y a une telle demande, mais pour les administrateurs, 70 c'est une réussite. Mais bien sûr, parce qu'en fait, même avec là, on est dépassé. Là, on est dépassé. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on se dit, en fait, on s'est installé au début les critères de suivre ces personnes. Au final, on s'est dit... Après, on a changé complètement de stratégie. C'est ça qui est intéressant dans l'humanitaire, c'est l'adaptation. Au début, tu as une idée, tu te dis, je vais donner un certain nombre d'igloos et je vais suivre ces personnes. Après, tu te dis, en fait, suivre une personne, ça demande une énergie énorme. Donc, tu délègues le suivi. C'est ça. Donc, on se dit, en fait, on va faire plusieurs catégories. On va suivre la personne qui a le plus de potentiel de sortir, qui a envie de s'en sortir, parce que malheureusement, il y a un phénomène dans la rue que beaucoup de gens s'abandonnent. Et du coup, ça devient de la psy, etc. Et nous, on n'a pas les compétences de faire ça. Resociabiliser une personne, c'est vraiment un travail énorme. Ah oui. Ramadan Mubarak Saïd. Ah oui, c'est énergivore, etc. Il y a le cercle vicieux, en fait. Il y a très peu d'élus qui... Oui. En fait, l'un des critères, c'est que, généralement, de ma petite expérience, c'est qu'au plus tôt vous êtes tombé dans la rue, au plus c'est facile d'en sortir. Ouais, donc au plus tu tardes dans la rue, au moins tu as envie. Au plus il y a des pathologies psy qui s'installent, des addictions, etc. Et en fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Nous, avec la personne qui s'est en sortie la première fois, son épouse, c'est que le gars, il revenait vers nous pour nous dire, ok, c'est super, mais moi, je veux m'en sortir, en fait. Aidez-moi. Je veux travailler, etc. Il nous montrait de la démotivation. Donc, ça nous facilite. Mais c'est énorme parce qu'il y a un cercle vicieux, comme j'en parlais, qui est qu'en fait, sans travail, vous ne pouvez pas avoir d'adresse. Sans adresse, vous ne pouvez pas avoir de travail non plus. Ouais, donc on s'enfonce. Et en fait, vous êtes obligé à un moment donné de payer le loyer de quelqu'un le temps que son adresse soit validée, qu'il y ait un agent de quartier et qu'il trouve du travail. Etc. Et puis après, vous pouvez ensuite démarrer les démarches. Mais s'il ne trouve pas de travail pendant ce temps-là, du coup, c'est vous qui payez le loyer pendant X temps. Et on avait cet engrenage-là, comme c'était un projet pilote, je ne voulais pas que ce soit un poids pour l'association, parce que ça représente quand même un poids, donc on réfléchissait, parfois je mettais de mes propres moyens, parce que je croyais vraiment en ce projet. Je ne voulais pas que ça devienne un poids pour l'association, et donc on essayait d'aider un maximum. Et
Au final, alhamdoulilah, on a réussi à ce monsieur à le sortir de la rue parce que via des connaissances, on lui a fait trouver un travail, etc. Et ça a pris et ça a été un soulagement parce qu'on s'est dit en fait, on peut vraiment aider les gens de différentes façons. Les personnes qui ont envie de s'en sortir, on les aide à s'en sortir. Les personnes qui veulent juste se protéger du froid, et il y a plein de gens que ça leur suffit, c'est très difficile à comprendre comme ça, mais il y a des personnes, plein de fois, où on nous a dit non, je ne veux pas de votre aide. Donc, qui veulent rester dans la rue, la seule aide que tu peux leur proposer, c'est l'igloo pour être au chaud dans la rue. Et tu respectes ça, en fait. C'est ça. En fait, il faut venir avec de l'humilité dans ce milieu-là. Très humble. Ouais. Si vous venez avec votre compréhension d'une personne qui a une vie totalement normale, je comprends que derrière l'écran, on va vous dire mais comment ça, vous n'aidez pas une personne, etc. Il faut vous dire qu'en fait... tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas ton aide. Voilà, ça c'est le premier argument. Et vous lui proposez une aide, en fait, c'est un accompagnement. Si la personne ne veut pas, vous allez lui imposer. Non, du tout. Vous rentrez dans quelque chose d'autre, en fait. Donc on impose aux gens de l'aide et ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Et on a remarqué en plus que c'est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui veut s'en sortir et on l'a pu l'expérimenter. Maintenant, cette année, on est en train, en fait, à la fin, on a défini qu'on va essayer de sortir une personne de la rue et qu'elle-même... Une personne annuellement ? Annuellement. On essaye, etc. Et maintenant, comme, et ça c'est une des difficultés, on pourra le voir, les projets commencent à se développer de plus en plus, même en Belgique. Ça devient difficile. Moi, j'étais le chef de projet début que d'Igloo. Ça devient difficile pour moi de suivre, d'être à la fois aussi, tu délègues. Impliqué, etc. Donc, on doit déléguer. Alhamdoulilah, on a des bénévoles qui sont intéressés par ce sujet. Et alors, on leur laisse cet espace, comme on disait, de ne pas les utiliser comme des ressources, mais de leur laisser développer même eux. Peut-être qu'ils vont venir avec une idée auquel tu n'as pas pensé. Parce que c'est un sujet qu'on en discutait en off, mais... Nous, on doit avoir l'humilité, je pense, dans le milieu, de ne pas venir et dire c'est nous qui avons les solutions, tous les problèmes. On connaît, etc. Je prends l'image dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la bataille du fossé, le Khandaq. Eh bien, c'est un compagnon, justement, Salman al-Farisi, qui va proposer cette idée. Le prophète aurait pu dire mais moi j'ai la révélation. Qu'est-ce que tu viens me raconter, on est des Arabes, tu es un Perse. Etc. Et en fait, comme le compagnon vient avec une expérience, parce qu'il vient, etc., elle est enrichissante, et il l'accepte et il la met en pratique. Et ça, c'est une leçon. Et ça marche. En plus, c'est ça qui a sauvé l'islam, on peut le dire. C'est une leçon d'humilité énorme de la part du prophète. Et nous, on passe sur ces passages très rapidement. Pour nous, voilà, c'est Salman qui a dit, mais quel message il a envoyé aux compagnons ? C'est-à-dire que voilà, on va prendre l'idée d'un tel. Et nous, je pense qu'on doit appliquer ce même principe, qui est que si un bénévole ou une personne ou un donateur nous dit peut-être que vous devriez faire comme ça. Ça peut être l'idée. Ouais. Ça peut être l'idée qui peut tout changer. Ça peut être l'idée qui change Bruxelles carrément. Et donc on incite, d'ailleurs, tu me fais penser à ça. Igloo, c'était la première année. Deuxième année, on a toujours su que en soi, c'est pas un projet. On veut pas rentrer dans le titre et service. C'est-à-dire que chaque année, on fait une commande d'igloo, et puis après, on a des donateurs, et puis ça roule, et puis toi, tu veux ton igloo, etc. Ce qu'on a voulu mettre en place, c'est chaque fois le développer. Donc, ce qu'on essaye de mettre en place cette année, on l'a lancé sur les réseaux sociaux. Pour cet hiver-ci, on est en train de le vivre maintenant, 2024. Maintenant, et d'ailleurs, ça nous sert de publicité. C'est que, en fait, on avait des bénévoles qui étaient venus pour aider, à la base pour faire un puits ou pour aider juste manuellement. Et je connaissais le profil de deux qui étaient des informaticiens. Et en discutant avec, par la preuve que c'est important de discuter et passer du temps comme on le fait, il y en avait un qui a fait un stage au Canada et il avait été choqué du nombre de sans-abri en rue. Et je me rappelle qu'il allait vers ses administrateurs et leur disait « Mais c'était pas normal qu'il y ait autant de gens, et voilà, on est dans l'informatique, on pourrait les aider. L'informatique a un potentiel dingue qu'elle n'utilise que pour faire de l'argent. » Et lui, en tout cas, il est convaincu qu'elle peut aider et faciliter le travail de plein d'associations, même de plein de personnes. Alors, il avait créé pour son stage final, je crois, une application qui localisait les sans-abri. Et ses responsables se sont foutus de lui. Parce qu'ils se sont dit, mais à quoi ça sert Qu'est-ce que ça va nous rapporter Qu'est-ce que ça va nous rapporter Rien, en fait. Et puis après, il avait gardé ça en lui. Et puis, il est rentré dans le monde du travail. Et il avait, je pense, un sentiment qui serait intéressant de regarder. Parce que j'ai l'impression que dans notre jeunesse, beaucoup de gens ne trouvent plus le sens de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont eu les diplômes qu'ils font. Ils travaillent, payent le loyer, ils partent en vacances. Ils veulent se donner du sentir sens à ce qu'ils font. Voilà. Et de plus en plus, j'ai l'impression de l'entendre. Je ne sais pas si c'est un phénomène de cette génération, que c'était déjà le cas, mais ça se voyait moins avant. Mais j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Et je leur disais, mais vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, vous. Proposer. Vous avez des compétences, on pourrait mettre ça en place. Et alors, ce qu'on a pu leur apporter, c'est notre expérience. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une personne qui travaille dans l'informatique, elle est face à un client.
Nous, on est comme un client, on va dire. Le client vient avec son expérience, ses problématiques. Écoute, on a un problème dans ça, On a ça, besoin de ça, ça, et ça, ça. ouais. Lui, il peut pas connaître tout. Donc, en fait, il va répondre à ton besoin et te proposer des solutions. Alors, moi, je leur ai dit, vous voyez, dans l'humanitaire, en fait, quand une personne, elle est dans la rue, tu voudrais l'aider, et on a eu le cas, même quand je travaillais pas chez Human Smile, ben, tu vas te dire, je vais appeler le SAMU. Puis après, tu te retrouves à faire 10, 15, 20 appels le temps que ça réponde. Le SAMU ne répond pas. Puis après, on te répond, on te dit non, il faut l'appeler de 14h, j'invente, à 17h, etc. Ou bien il y a une place, mais c'est à vert. Mais la personne, elle n'a même pas de quoi se payer un transport, elle ne connaît pas la ville, il faut l'accompagner. Donc en fait, c'est pratiquement impossible. Donc une application qui facilite toutes ces recherches-là. C'est ça. Et en fait, d'une façon de concentrer l'information, de le rendre très facile à utiliser. Donc, par exemple, si vous voyez un homme ou une femme, parce que parfois, il y a des centres qui sont spécialisés pour les hommes, les femmes, les familles, bah, vous avez l'onglet homme, vous cliquez sur homme et il vous donne le centre le plus proche avec les horaires pour ouvert au moment... C'est ça, avec Google Maps pour lui montrer, etc. Si la personne a un téléphone, un smartphone, bah, elle peut l'utiliser. Beaucoup de cas, parce qu'on a beaucoup de clichés. Hein. C'est souvent les sans-abri, on va dire belges, qui n'ont pas de téléphone, parce que leurs papiers sont plus en ordre, etc. Du coup, ils n'ont pas. Et c'est souvent les migrants qui, en fait, ne sont pas des personnes pauvres. Ce sont des personnes qui ont quitté des situations difficiles. Ouais. Ben, il peut avoir un téléphone, en fait. Ces personnes ont souvent des téléphones, sont souvent connectés parce qu'elles doivent parler à leur famille. Donc, on a souvent ce cliché de dire, oh, vous voyez une personne, un migrant avec un iPhone, vous le critiquez. Oui, mais cette personne, elle avait peut-être un diplôme plus grand que le tien. Et puis, l'iPhone, pour lui, c'est un moyen de survie. C'est ça. De contact, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un QR code et parfois toutes ces personnes qui sont en rue, ben, la personne en fait, elle peut. Et ah oui, il est traduisible en plein de langues. On a fait une étude en voyant les langues qu'il y a le plus. Ah donc l'application a été. Oui. Elle est en arabe, en russe, en néerlandais, en français, en anglais, en afghan. On a regardé un peu parce que comme je t'ai dit, il y a une analyse. Ouais. C'est-à-dire qu'on a regardé les langues qu'il y a le plus dans la rue. Et donc c'est ce jeune informaticien qui a produit cette application. Comme quoi. Participer à l'humanitaire, c'est pas uniquement mettre de l'argent sur la table, ça peut être mettre ses compétences au service de l'humanitaire. Et ça, c'est un appel à ceux qui n'ont peut-être pas d'argent, mais qui ont peut-être une compétence qui pourrait servir. Non, et c'est vraiment, en tout cas, personnellement, après je parle pas pour les administrateurs qui eux sont derrière les comptes et qui voient des choses différemment, mais pour moi... L'argent reste le nerf de la guerre. Voilà, c'est même une richesse énorme, parce que ces personnes... ont un bagage, ont une vision différente. Quand je discutais avec l'information, je voyais qu'ils voyaient le monde mais totalement différent. Ils le voyaient en solution, etc. Ah, parce que c'est un autre profil. C'est une autre façon de voir le monde. Et cette application, elle a intéressé d'autres associations. Vous l'avez présentée ? En fait, c'est bien que tu soulèves le point. Elle nous donne l'occasion de pouvoir toquer à des portes qu'on n'aurait jamais pu, en fait. C'est-à-dire que si je viens... Igloo, l'application, en deux projets, machallah, ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Parce qu'en fait, les gens sont demandeurs d'innovation. Ils ne te le disent pas directement, on ne va pas venir te dire qui a une idée et le financer. Mais quand on voit une bonne idée, ou une idée, on va avoir l'humilité de dire que c'est juste des idées, que c'est quelque chose de différent, ben, ça permet d'ouvrir des portes. L'objectif, il est double avec WinterSafe. C'est faciliter le travail pour ceux qui veulent aider. L'application s'appelle WinterSafe. WinterSafe, ouais. C'est sauver l'hiver, c'est ça ? C'est ça, l'hiver en sécurité. L'hiver en sécurité. Donc, elle permet déjà aux personnes qui veulent aider de ne pas être découragées, leur faciliter un maximum. Ouais. Donc, ça veut dire que vous voulez faire le bien, ben nous, on va vous aider à le faire. Un gain de temps. Voilà. De concentrer l'information, ça permet à toutes les autres associations, tous les autres maraudeurs de n'importe quelle autre association, donc les associations musulmanes, etc., qui ont beaucoup de maraudeurs, de pouvoir l'utiliser. Elle ne nous appartient pas. Elle est mise à jour quasi quotidiennement. Oui, c'est une plateforme et justement, on s'enrichit de l'expérience des autres. Si les personnes nous font un retour, voilà, j'ai remarqué qu'il y a un bug quand j'utilise cette fonctionnalité, ça ne marche pas. Mais on s'enrichit justement. C'est un message qu'on envoie à toutes les associations. Utilisez la plateforme, pas parce que ça fait plaisir à Human Smile, parce que c'est un outil pour vous. C'est un outil qui s'enrichit en fait. Ensemble, on peut en fait en faire un outil qui soit vraiment utile. Deuxièmement, ça nous donne un prétexte pour pouvoir parler à des associations auxquelles on n'aurait jamais pu parler. Parce qu'on voit qu'en fait, ça devient intéressant pour eux, parce que vous reconnaissez quelque part, et c'est important d'être reconnaissant envers le travail qui est fait. Le SAMU on vous prend au sérieux maintenant ? Voilà. Je pense que là, c'est tout nouveau. WinterSafe, là, ils l'ont juste mis, c'était l'année du développement de la plateforme. Maintenant, on va commencer à toquer aux portes pour pouvoir justement diffuser cette idée. Et ça va, je pense, suivre le même parcours qu'Igloo. Au début, c'est une idée nouvelle. Qui va faire son bonhomme de chemin. C'est la deuxième, troisième année. Et je pense que, et on n'est pas fermé à ça, je pense que même plus tard, ce qu'on va développer, c'est encore tôt maintenant, mais voilà, pour l'instant, des informaticiens, mais nous, on aimerait bien des ingénieurs. On aimerait bien faire rayonner Bruxelles, en fait. On aimerait bien faire rayonner cette jeunesse, qu'elle a du potentiel et que si elle veut utiliser leurs connaissances, que ce soit dans n'importe quel milieu,
pour le bien, nous, La porte est des grandes voilà, ouvertes. on a des locaux, on a des espaces, on est très disponible, on est très ouvert parce que égoïstement, je le prends d'abord pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va m'enrichir dans ma vision de compréhension. Comme cela, j'ai discuté avec un informaticien et je vous jure que c'était un choc de civilisation. Je ne pensais pas comme ça parce que moi, je viens d'une école médicale qui est plus dans les besoins, etc. Et lui, c'est dans la fonctionnalité. Il trouvait des solutions que je n'aurais jamais pensé, etc. Process. Je me dis, imagine, tu me fusionnes ça avec un ingénieur, avec un jeune avocat, avec tu un fais jeune un travail, etc. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. C'est cette prochaine génération qui doit comprendre que dans l'islam, quand on leur demande de donner de ce qu'on leur a donné en risque, de rendre ce qu'on t'a donné. Que l'argent. Ouais, bien sûr. C'est les compétences. L'intelligence, c'est les compétences, etc. Et je pense que c'est avec ça qu'on va s'en sortir. Fadi, comme ça, on va avancer un peu dans ton parcours. Donc, tu intègres Human Smile, ton premier projet Igloo, ça cartonne, mashallah, Allah barak. Puis WinterSafe, qui est une application qui va faciliter le travail des acteurs sociaux, humanitaires, ainsi de suite. Et puis arrive le fameux séisme en Turquie. Et donc là, on te demande de monter dans un avion et de partir à l'international, c'est ça? C'est ça. Tu t'y attendais pas? Toi, pour l'instant, on va dire ton terrain de travail, c'était la Belgique, Bruxelles. C'est ça. Et du jour au lendemain, on te dit, prépare-toi à partir. En fait, je pense qu'il y a une expérience juste avant. On avait été invité par une association partenaire en Tunisie pour l'Aid. Ils nous avaient fait une invitation. Ils voulaient voir comment on les avait aidés, etc. Ils nous avaient invités en retour. Et on avait toujours dans l'humanitaire? Oui, mais c'était plus un voyage, on va dire, de relationnel. Donc, j'avais mon responsable qui y allait. Il m'a dit, viens avec moi, si tu fais quelque chose, c'était en été. Ton premier voyage humanitaire? C'est ça. Mais c'était plus mais dans le cadre de ton travail. Voilà, c'était ça. Mais comme cet esprit de génération différent, c'est toujours cet esprit d'analyse, je me suis dit, on va pas aller en Tunisie pour faire juste de la visite. Et je voulais pas avoir cette image de l'occidental, le colon blanc qui vient et qui amène ses solutions. Distribuer et puis après, des bonbons. Les personnes viennent et prennent juste de l'aide. Je me suis dit, mais il y a du potentiel en Tunisie. J'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Avant d'y aller? Ouais, avant d'y aller. Ouais. Je préviens pas mes administrateurs, parce que je sais que je dois pousser l'idée un maximum qu'elle prend forme pour après la présenter. Je vais pas leur dire, est-ce que je peux faire ça, parce que sinon tu deviens lourd. Même s'il faut la validation, bien sûr, mais je fais mes trucs sur le projet. Si ça prend pas, c'est pas validé, c'est pas validé. Si ça prend, tant mieux. Et donc je cherche et je tombe sur 3 profils de personnes innovantes. Comme on te dit, je cherche toujours l'innovation. Il y a un premier, c'est un Tunisien, je demande des personnes de là-bas, qui a inventé une hélice qui utilise le système des voiles en fait, des Carthaginois, qui va produire de l'électricité, mais qui demande moins de vent que l'éolienne, parce que c'est un système rotatif, etc. Et je me dis, c'est intéressant, parce qu'il y a toute la crise, etc., de l'énergie, etc. C'est intéressant, c'est innovant. Il y avait un deuxième profil, c'est une dame qui plantait des acacias, parce qu'il faut savoir que dans tout le Maghreb, il y a une désertification qui avance. Et ça freine la désertification. Et en fait, parce qu'on utilise le bois pour couper, pour l'industrie, etc. Et en fait, ça fait avancer le désert. Et elle avait pris l'initiative de planter des acacias, en même temps faire travailler des femmes, etc., dans le milieu agricole, etc. C'était très intéressant. Et une troisième initiative, c'est un monsieur qui a développé une machine qui s'appelle Cumulus, qui en fait, à partir de l'air ambiant, avec le phénomène de la rosée, produit de l'eau, en fait, sans avoir ressources, sans pluie, etc. Je me dis, c'est 3 profils très intéressants. Autant rentrer en contact avec eux pour voir ce que ça donne. Et donc là, je me suis confronté une première fois à la réalité, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très idéaliste, et pour moi, j'allais envoyer des messages, on allait me répondre, et tout va se passer bien. J'ai envoyé des messages et on ne me répondait pas. Et le voyage se rapprochait de plus en plus. Et à un moment, il faut avoir de l'audace, je pense, dans la vie. Je vais sur LinkedIn, c'est une plateforme qu'on n'utilisait pas, et je leur envoie un message aux 3, en se faisant passer, c'est un grand mot, mais pour... on est une association, mais on veut développer un espèce de média qui mettra en avant, c'était l'intention profonde, mais je ne pouvais pas le dire comme ça, on n'était rien techniquement au niveau statut, on n'avait rien du tout. Mettre en avant les innovations des pays justement qu'on aide, parce qu'on ne veut pas avoir ce regard, on veut juste mettre en lumière ces projets, parce qu'il y a déjà du potentiel là-bas. Il y a de belles choses qui se font. C'est ça. Ouais. Et j'ai une réponse du gars de Cumulus. Ouais. Qui me répond, voilà, ce serait super de vous recevoir, etc. Ce serait super de vous recevoir. Et donc, on arrive sur place et je prends rendez-vous avec, etc. On avait une période de liberté, comme mon administrateur n'était pas encore là. Donc, on était accompagné par l'association, mais on avait un peu de liberté. Et donc, je décide d'aller les voir. Et on est avec un ami qui est un collègue à moi qui est vidéaste. Et donc, on prend des vidéos. Il faut savoir que, pour l'anecdote, en Tunisie, c'était la période électorale, et donc ils étaient très tendus
Donc on est arrivé avec du matériel, pour nous on allait faire une très très Donc belle des contrôles vidéo. un peu partout. On nous a tout confisqué à l'aéroport, on nous a dit c'est interdit de filmer en Tunisie, etc. Donc on s'est retrouvés Là, avec... tu découvres qu'humanitaire, c'est pas, Voilà. c'est dangereux. C'est pas un film en fait, tu arrives avec ta caméra et tu vas filmer tranquille, non. Il y a des règles dans les pays, il faut connaître les contextes. Et en fait quand c'est un contexte sectoral, et c'est ça que ça nous Tu a beaucoup t'adaptes, appris. encore une fois. Ça nous a beaucoup appris. En final, ils ont juste gardé nos affaires, nous les rendues à la fin, mais on se retrouvait à filmer avec un appareil photo simpliste que l'association nous avait donné. Et on rencontre le gars. Et le gars, il est super captivant, il est passionnant. En fait, il a fait ses études en France. C'est un Tunisien. ingénieur. Ouais, un ingénieur tunisien qui a fait ses études en France, qui travaille avec un autre ingénieur, une toute petite structure, une start-up. Maintenant, ils ont commencé à monter. Maintenant, ils sont en lien avec la France, avec Macron leur a rendu visite, etc. Ça commence à prendre. Mais nous, à notre époque, c'était tout petit. On est Toi, tu rentré tombes dans sur eux en faisant tes C'est ça, petites ouais, recherches de sur Internet. Tunisien, innovation, vraiment un truc très très simple, rien de compliqué. Et donc après, il répond, on fait l'interview alors qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe. Lui-même avait plus d'expérience que nous. Par exemple, on nous avait confisqué nos micros, il dit on fait ça sans micro, etc. Puis je dis ouais, mais on trouvait des moyens parce qu'on ne voulait pas lui dire qu'on nous a tout confisqué parce qu'il fallait paraître professionnel. Et il ne tu devait vois. pas aussi paniquer. C'est ça. Et alors, par rapport à l'angle de la caméra, il dit vous devriez la mettre là parce que par rapport à la lumière, la semaine passée, on a fait comme ça. Oui, mais c'était une catastrophe, mais il a accepté. Et donc, il nous expliquait un peu son parcours. Il faut savoir qu'il était formé en France. L'un de ses ingénieurs dont il nous expliquait le parcours aussi était en France. Et il faut savoir que lui, il nous expliquait sans tabou qu'il touche actuellement un peu plus que le salaire tunisien. Ça doit être 200, 300 euros. En France, il avait l'opportunité en tant que consultant de faire 500 euros par jour. Ouais. Et pourtant, il a refusé l'offre parce qu'il sentait que le projet était important, qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose à son pays, etc., alors qu'on leur faisait des offres, etc. Et je me suis dit, ça veut dire qu'on touche quelque chose. Il y a une vraie génération, il y a une vraie problématique, et les gens sont prêts à faire des sacrifices quand ça a un sens. Il pour avait eux. quel âge, lui, plus ou moins? Il va avoir la trentaine. Ah, donc C'est vraiment encore le jeune. profil start-up, etc. Et puis c'est le profil normalement qui répond directement à l'appel de l'argent. Hein. C'est ça, et lui-même, lui, était fier de ses collaborateurs parce qu'eux-mêmes aussi avaient des On offres refusait de fous, etc. l'appel des sirènes. Et ça m'a mis une baffe parce que nous, on travaillait justement beaucoup en rue avec des personnes qui avaient justement délaissé leur pays d'accueil, souvent des Marocains, etc. en Belgique, Pour qui s'étaient rechercher. retrouvés sans rien en ouais. fait au final. Et en discutant avec eux, parfois c'était des histoires vraiment très émouvantes où le gars disait au final, je regrette d'être devenu J'étais quelque bien part. où j'étais. C'est ça, en fait maintenant je peux plus voir ma mère parce que les personnes en fait nous ont fait confiance, donner de l'argent et si nous on veut pas avouer qu'on est tombé forcément dans l'alcool, les addictions, parce que les gens ont une image de vous et si on ne veut pas forcément montrer cette image et on n'a plus de retour parce qu'ils n'ont pas de téléphone, etc. Donc plein de gens étaient dans le regret. Et je me suis dit, mais en fait, on a des jugements très très rapidement faits. Il y a tellement de profils. Vous voyez qu'un gars, il a tout quitté pour venir en Occident, ça s'est très mal passé parce que c'est pas un Eldorado. Vous voyez qu'un gars qui a été formé en France, il pourrait vivre ce rêve justement, ce rêve européen, décide de retourner pour être utile. Vous avez des profils de personnes qui ont été, qui sont morts sur la route, etc. On a eu plein d'histoires, etc. Vous avez des personnes qui ont passé par là et qui ont réussi en Europe. Et je me suis dit, ça c'est l'un de nos projets justement plus tard, c'est de créer ce média peut-être qui pourrait permettre de raconter ces histoires, de faire prendre conscience que le sans-abri que vous voyez en rue, il a une histoire. Et quelque part derrière, on revient au nom de l'association qui est Human Smile. Derrière, il y a l'human aussi. Il faut découvrir l'humain, la partie humaine, que le don doit servir de mettre en lumière en fait, la situation de ces personnes-là. Et justement, cette expérience tunisienne, qui est une expérience rapide, nous a permis de se dire, ah ouais, en fait, il y a de l'innovation. Peut-être que c'est trop tôt, comme on disait, mais pour moi, c'est les puits du futur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans un puits, les nouvelles techniques vont tellement loin dans les nappes phréatiques, c'est ce que le monsieur de Cumulus nous expliquait, qu'on est en train de puiser dans des nappes qui servent aux plantes, en fait. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, ok, vous allez boire pendant 10, 15 ans, mais dans 50 ans, il n'y a plus de plantes. Cet endroit est désertique. Et en fait, c'est une problématique qui, pour l'instant, n'est pas encore très développée, mais qui, à l'avenir, va être un vrai enjeu, parce que notre communauté, en plus, c'est une communauté qui fait beaucoup de pluie, qui est très utile. Mais si on découvre que ces puits, en fait, sont en train de vider les sous-sols, il va falloir se poser la question. C'est pour ça qu'en fait, ce voyage était quelque part un voyage d'éclaireur, pour voir que cette solution est possible, et puis en cherchant un peu, en fait, il y a plein d'initiatives comme ça qui peuvent être les puits du futur. Et on ne veut pas être les derniers sur ça. Donc comme pour Igloo, on avait anticipé un peu faire quelque chose de différent, peut-être qu'à l'avenir,
Cumulus, quand le public sera prêt ou quand les demandes se feront vraiment Ce sera clairement, une des solutions. ce sera peut-être le puits de l'avenir. Ouais. Il fallait être là, il fallait demander. Ok. Comme Donc, tu le disais, on revenait avec la Turquie, c'est ça? non, donc Cumulus, pour la c'est Tunisie. ta partie tunisienne. Mhm. Tu reviens, il y a le fameux séisme en Turquie, C'est ça. en pleine nuit, des dizaines de milliers de morts, une destruction totale. Mhm. Comment vous décidez d'y aller? C'est une question aussi. Comment vous décidez au sein de Human Smile des projets que vous allez pour à l'international? À Mhm. quel moment vous allez intervenir ou pas? Est-ce qu'on fait appel à vous? Ou est-ce que c'est vous qui vous dites, tiens, il y a besoin de nous là-bas, on se déplace, on va sur place et on voit ce qu'il faut faire? En fait, on a des projets annuels, des pays où on travaille chaque année. En Afrique, en Somalie, en Palestine, dans les camps en Syrie, etc., dans le Maghreb, etc. On a Donc des vous avez projets. des succursales un peu partout? C'est ça, on a des Des projets. collaborateurs à gauche, à C'est ça. droite? On a des partenaires qui parfois, comme en Turquie, on avait déjà des partenaires avant le séisme, qui travaillent dans d'autres pays, etc. Donc c'est des partenariats, comme je disais, qui sont faits bien avant que j'arrive, partenariats très solides et très profonds. Et en fait, ça, c'est des projets qu'on fait chaque année. Par exemple, on va donner des colis alimentaires, faire de la reconstruction, etc. Quand il y a une urgence, le sacrifice de l'Aïd, ainsi de c'est ça, suite. voilà, Ouais, c'est voilà. les projets basiques et même d'autres choses, etc. Tout ce qui est puits, accès à l'eau, Ça, purification ça rentre dans de quoi? l'eau. Dans les projets développement? C'est ça, voilà. Ok. Et Comme puis, tu dis- il y a les projets urgence. C'est ça. Et en fait, quand il y a une urgence, comme on a déjà la plupart du temps, pas partout, mais des antennes qui sont déjà sur place, et en Turquie c'était déjà le cas, ben du coup, alors on active justement les campagnes SOS. On appelle C'est ça. qui décide ça? C'est C'est les l'administrateur? administrateurs, ouais. Voilà. En collaboration Donc on avec les t'appelle, on te dit partenariats. SOS, prépare-toi à partir. Ben, c'était ça l'expérience, moi j'étais pas au courant. Ouais. Mais voilà, moi je commençais, comme on a pu le voir, à m'y faire au projet en Belgique, c'est-à-dire je commençais à comprendre, etc. J'avais une vision. Et Et là, on du jour t'envoie au lendemain, vers- je regarde le journal, voilà, séisme en Turquie, voilà. Ben, Pour toi, quand tu vois ça, tu dis pas c'est moi qui serai dans quelques jours. Non, pas du tout. Voilà. La Turquie, c'était vraiment particulier parce que je regarde et c'était intéressant, etc. Et on se dit, dans un coin de nos têtes, ah, ce serait bien de faire un projet là-bas. Et c'est là où tu reçois un Et coup de fil. Ce même administrateur qui m'a lancé dans le bain pour Igloo, fais-nous un projet, Et ce même il te administrateur, lance dans l'international. il m'appelle, il te dit, est-ce que tu serais prêt à partir en Turquie, etc. Je lui dis, ouais, peut-être. Faut voir. Tu pars Mais- seul ou en équipe? D'abord, je suis parti le premier, j'étais seul. Seul, oui. Et T'arrives, après, on a t'es été accueilli rejoint. sur place? Parce qu'on a déjà des Ah, voilà, partenaires, ça en va, fait. voilà. On a des partenaires de Human Smile, bien des équipes comprendre même le- sur place, etc. Nous, on y va pour analyser. Il faut bien se dire, et ça c'est un point important qu'on va déconstruire un peu, il ne faut pas croire que les pays dans lesquels on va ont besoin de main-d'œuvre. Mm. Il y a déjà assez de gens là-bas, des gens qui ont envie de se rendre utiles. On peut penser même les pays en Afrique, toutes les vidéos, on voit des personnes qui vont construire des puits. Il faut juste avoir un peu d'esprit critique. Quelque part, quand c'est toi qui construis le puits, tu laisses quelqu'un au chômage, Ouais. assis à te regarder. C'est encore cette continuité de l'occidental qui vient aider. Est-ce que c'est pas quelque part nous qui voulons soigner quelque chose en nous? En fait, ils n'ont pas besoin d'aide physique. Quand je vais sur place, c'est de l'analyse. C'est-à-dire que les SOS d'urgence, ils se développent, les partenaires sur place sont capables d'assurer la première phase, parce que c'est bien que tu le dis. En fait, quand on travaille toujours sur 3 phases dans les phases d'urgence. Et la phase d'urgence, donc ça va souvent des colis alimentaires, de la mise sous abri, etc. Il y a la deuxième phase qui est une phase à moyen Ça, c'est terme. une phase qui dure quelques jours. Oui, c'est l'urgence, quoi. Ça dépend du contexte. Parfois, Ouais, c'est voilà. une semaine, parfois, ça peut être des mois. La Turquie, ça a été quoi, C'est la ça. phase d'urgence? Ça a été une bonne semaine, une Ouais. semaine ou deux. Et puis après, en passant, La phase un moyen terme, après, où on essaie la de post-urgence, trouver... Parce que le problème, il y a encore qu'une fois que l'attention médiatique diminue, l'intérêt des gens disparaît. voilà. Mais ces gens ne disparaissent pas. Ah, et le problème C'est sont pas- là. voilà. Il y a encore des gens actuellement, sûrement, qui sont encore dans des tentes en Turquie. Et ça fait 1 an et demi. Mais comme il y a eu le séisme au Maroc, et puis en Libye, et puis ce qui se passe en Palestine, ben pour nous, la Turquie, c'est réglé. Alors que ce n'est pas le cas. Et nous, comme on travaille là-dedans, on ne peut pas se dire, vous savez les gars, on a une urgence quelque part d'autre, ce sera super, mais on Ah, va ciao, continuer là-bas. bonsoir. Non, d'office, tu dois préparer une phase à moyen terme qui est la phase exactement quand l'intention commence à disparaître, qui est une solution provisoire en attendant, parce qu'on ne se soustrait pas aux États. Bien sûr que toujours les États reprennent la main dessus. Et en fait, c'est le projet à long terme. La phase à moyen terme, c'est le temps que la reconstruction se fasse, etc. Parce que ça prend des années, les gens n'en En ont pas Turquie, on conscience. est en moyen terme là ou Là, on est en train de travailler sur le long terme. La Ok. troisième phase, c'est une phase de long terme où on essaie de trouver encore un projet qui peut travailler en collaboration avec les gouvernements. On peut rapporter notre pièce à l'édifice, notre pierre à des l'édifice. solutions définitives, C'est la ça. reconstruction, ainsi de suite. Voilà, ou bien des idées novatrices, Ouais. etc. Et ça dépend de chaque contexte. La Turquie, en fait, quand je me suis rendu sur place, c'était mon premier voyage. Donc C'est- je me suis dit, c'est peut-être comme ça partout. Il faut savoir que le contexte turc, c'est un pays qui a l'habitude des séismes. Ouais.
Il faut savoir qu'ils ont créé l'AFAD, qui est une agence spécialisée dans le cas des gestions d'urgence de séisme, parce qu'il y a eu un séisme en 2001, un énorme séisme. Justement, on a créé cette organisation. Nous, on avait des contacts avec eux. Donc ça, c'était super. Eux gèrent tout. C'est ça. Eux sont beaucoup plus, on va dire, professionnels. Ils sont bien sûr ouverts à ce que des dons viennent de n'importe quel pays, Mais ouverts l'État à de l'aide. est fort présent. C'est ça. Et on voyait que voilà, c'était très carré. Moi, je me rappelle, je suis arrivé dans un camp, une base militaire. Je vivais un film la première année, le premier voyage, parce que je rentre, je vois des grillages, des gardiens à la clé, je vois des miradors. Voilà, aux limites. Il y avait des sauveteurs philippins, il y avait des Anglais, des En fait, Allemands. tout C'était était bien organisé. énorme comme camp. Je me suis dit, bah, c'est super l'humanitaire. Nous, on était le petit Belge et moi, j'étais venu sur place pour déjà analyser la phase à moyen terme. Parce qu'on est toujours en lien avec j'ai un administrateur qui se déplace à l'international et qui fait ses relations justement. Il y a un qui reste au local et qui assure le travail ici. Et lui, il me tenait au courant au téléphone. Voilà, on va faire tel projet parce que j'ai eu un accord grâce à ça. Et alors, on voulait mettre en place un camp de tentes parce qu'en fait, les Turcs, en fait, ce qui m'avait frappé quand j'étais sur place, c'est que beaucoup de gens dormaient en dessous de leur maison cassée. C'est-à-dire que, après, on l'a appris en discutant avec les gens, les Turcs sont attachés à la propriété. Donc ça veut dire que quelque part, leur maison, ils ont toujours l'espoir qu'en fait, on va pouvoir retourner dedans dès qu'on va nous donner les autorisations. Alors que sur place, à Hatay, quand je suis arrivé, il ne restait plus rien. Quand on a pris un peu de hauteur, on dirait qu'il y avait eu une bombe sur la ville. Tout était rasé. C'est traumatisant de vivre ça? En fait, c'était ton premier voyage humanitaire à l'international. Tu arrives dans un endroit dévasté. Tu n'es pas prêt à ça? Tu le vis comment? Ce serait intéressant d'avoir peut-être posé la question à Ali Habibi, qui était passé juste avant moi, mais je pense qu'il y a des profils psychologiques. Est-ce que c'est générationnel ou c'est juste moi? C'est comme si on ne se rend pas compte que c'est la réalité. C'est quelque part comme ce qu'on voit dans les médias, c'est pas la réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, j'ai voyagé avec des gens qui étaient très perturbés, qui eux étaient choqués, limite en larmes, etc., qui étaient bloqués. Et moi, j'étais directement dans cette phase, je suis venu pour travailler, etc., faut travailler. Par exemple, il y avait des décès, etc. On te forme à ça dans ta formation d'infirmier, de prendre du recul par rapport aux patients qui peuvent être en phase terminale. Comme tu le dis, il y a peut-être le développement d'une distance professionnelle qui vient ou sinon, tu fais pas long feu dans le milieu. Parce que de ce que je vois d'autres, ils étaient trop touchés, ou etc. Et en fait, alhamdoulilah, mon profil psychologique fait que, justement, au plus je suis confronté au terrain, au plus ça devient une source de motivation. Ouais. C'est là que je me rends compte que le métier, il est concret. Et en fait, l'expérience en Turquie m'a mis une claque en mode « Ah ouais, c'est la réalité, ce qu'on voit dans les médias. » C'est-à-dire qu'il y a un travail et que moi, je ne suis pas venu pour rajouter de l'émotion à ça. On est venu pour prendre des solutions. Ouais. Et nous, on a tellement l'habitude d'être des spectateurs ou d'être là-dedans que vous allez vous dire, si vous prenez le temps de dire « Ah oui, cette personne, je veux l'aider, etc. » c'est pas ce qu'on attend de vous en tant qu'humanitaire. Vous devez venir, voir, vérifier si l'aide qu'on apporte, qu'on met en avant, se fait. Donc on a ce rôle de vérificateur que tout se passe bien. Et moi, je dois déjà penser au moyen terme. Je dois déjà anticiper le besoin. Et en fait, quand on était sur place, pour la petite anecdote comme ça, tu en as une. À un moment, on est en train d'aider, etc. Et il y a les Turcs qui sont très fiers et très accueillants, qui nous disent « Vous avez goûté les spécialités turques ?» Je lui dis « Non, on n'a pas eu le temps. » Il me dit « Ah non, ça c'est pas possible, on va arrêter le travail et on va t'emmener goûter. » Donc on fait quand même beaucoup de kilomètres, etc. Ils voulaient nous faire goûter les Adana, etc., kebab et tout. Ouais. Et on roule beaucoup. On s'éloigne, etc. Et tout, c'était le soir. On arrive le soir dans un restaurant, et donc on commande, etc. Il y avait les militaires au fond du restaurant qui mangeaient, etc. Et à un moment, on mange et la lumière s'éteint. Et moi, comme je vous le dis, je réalise pas, concrètement, je viens d'un autre monde. Et moi, je fais la blague en plus en anglais. Ah, c'est un tremblement de terre qui va se repasser. Et après, ça commence à trembler. C'était vraiment il y a une réplique de 6, je crois, en point, alors qu'on était encore sur place. Et ça commence à trembler. Je vois tout le monde commencer à courir vers la sortie. Moi, je ne réalise pas. J'avais mon téléphone posé, etc. Moi, je suis tranquille, je sors tranquillement. Je vois une femme qui est bousculée. Les militaires, c'était les premiers à sortir en courant. Je vois une femme qui est bousculée, je prends mon temps. Et elle-même... conscient du danger. En fait, voilà. Et je ne sais pas si c'est mon cas, etc. Mais j'ai pas cette conscience du danger, peut-être. Peut-être c'est parce que j'y ai pas été confronté. Et c'est parfois une qualité. C'est-à-dire qu'après, j'étais dehors et j'avais oublié mon téléphone dans le restaurant. Tu retournes à l'intérieur, récupérer. Je retourne et il y a un militaire qui est devant, il me regarde avec des yeux énormes. Je lui dis my phone. Il me dit oh, il parle même pas, il est choqué en fait. Et puis je vois tout le monde sur leur téléphone, les gens qui pleurent, etc. Et là, je me rends compte qu'il y a un traumatisme. Ces gens viennent de se rendre compte qu'ils ne seront plus jamais tranquilles, en tout cas à ce moment-là. Ils ont vécu un séisme il y a 2 jours, pendant la nuit en plus, comme tu l'as dit. Là, ils se rendent compte, la vie reprend son calme un peu. Et ça revient. Ça revient. Et là, à partir de ce soir-là,
les camps étaient un peu vides parce que, comme je te disais, beaucoup de gens voulaient rester devant leur maison, etc., en espérant qu'on leur donne l'autorisation. Là, on a eu un afflux énorme de personnes qui comprenaient qu'elles ne retourneront pas chez eux. Ouais, effrayé. C'était un danger, en fait, que ça allait s'écrouler sur eux. Et donc, je me suis dit, je retourne reprendre mon téléphone, etc., et puis je vois tout le monde effrayé. Et là, je me suis dit, mais en fait, quelque part, il faut comprendre le contexte. Toi, tu arrives avec une vision, c'est ton premier séisme, limite, il y a de l'excitation, etc., et eux, c'est un traumatisme. Et là, je comprends qu'en fait, la phase à moyen terme, elle est très importante. Parce qu'il va falloir loger toutes ces personnes. Le plus vite possible. Et le travail qu'on avait fait, c'est de mettre en place cette tente de qualité. On était aidé beaucoup par la FAD et on remercie nos partenaires en Turquie. Mais l'un des points où on a pu contribuer, c'est qu'en fait, on s'est réalisé que pour un camp de 500 personnes, il faut des toilettes. Ouais. Nous, on ne le pense pas derrière un écran. Il n'en faut pas 3. C'est ça. En plus, c'est des toilettes turques, des systèmes, on n'a pas accès aux canalisations parce que c'est un endroit qui n'est pas fait pour ça. Donc vous devez réfléchir à un système d'évacuation, etc. Tu es formé à tout ça ou tu es en contact avec, on va dire, des logistiques qui te guident dans ton analyse Ça, du c'est le terrain. travail qui est très important, comme on disait au début, d'installer de bonnes relations avec des partenaires sur place parce qu'eux ont les moyens de mettre ça en place. Nous, on est dans l'analyse. On va venir et dire, OK, dans ce camp-là, il faudrait peut-être 10 toilettes, etc. Du coup, je transmets l'information à mon administrateur qui est dans le relationnel. Qui lui transmet. Lui, il va voir avec des sociétés turques qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut aménager, tous les problèmes de logistique, etc. Moi, mon travail, il est de constatation. Beaucoup de gens ont le cliché quand vous voyez des vidéos, etc. Sur Internet, on dirait que voilà, les personnes ont besoin qu'on porte des sacs, qu'on distribue les colis, mais ils n'ont pas besoin de nous. Là où on est vraiment utile, c'est avec ce regard froid, et qui va peut-être paraître parfois inhumain, mais c'est de se dire, OK, nous, on répond à ton besoin là, moi, je suis déjà dans le suivant. Parce que l'attention médiatique va diminuer. Et ce ne sera pas éternel. Il faut aller au plus vite. C'est ça. Il faut déjà penser la phase suivante et repenser déjà en Belgique la phase à long terme. Et c'est pour ça que parfois les missions sont très courtes. Et on se dit, oui, mais les gens en ont encore besoin. Mais parfois, on a plus de besoin de moi en Belgique parce que j'ai déjà fait mon travail de consultation. Et c'est ici qu'il faut aller chercher des entrepreneurs, aller chercher des dons, des sponsors, etc. Donc parfois, ce travail... Pour financer les projets là-bas. Bah oui. Mais parce qu'on n'est pas aidé forcément par les gouvernements. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils n'interviennent qu'à la phase de long terme. Eux pensent déjà à la reconstruction. Ils ne vont pas venir forcément tout le temps dans la réponse directe. Ils doivent être soutenus, en tout cas, dans les premières heures. Human Smile, c'est une ONG. Oui. Donc, non gouvernementale. Donc, c'est vraiment... ça me pousse à la question suivante. Tu pars en Turquie, tu restes un certain temps, tu analyses, tu détermines les besoins du moment. Il faut financer ces besoins-là. Comment Human Smile se finance? Comment les associations, pas Human Smile en particulier, comment les associations humanitaires à Bruxelles, en Belgique, se financent si elles ne sont pas financées par l'État? Ça dépend de... Sans rentrer dans le détail. Voilà, bien sûr, ça dépend de chaque association, mais nous, on fonctionne que sur des dons. C'est-à-dire que nos actions ne sont possibles. En fait, la réflexion de l'action, dedans, il y a déjà avoir une part de rentabilité. Ouais. Donc, alhamdoulilah, on a déjà un public, une base de données, etc., des personnes qui sont des donateurs et qui nous suivent chaque année et qui nous aident. Fidèles. Voilà. Et la visibilité, c'est quoi? C'est pour justement booster les dons? C'est ça. Parce que les besoins sont de plus en plus... C'est ça, parce qu'il y a une nouvelle génération qui ne fonctionne à la confiance, comme on l'a dit. C'est un bien aussi parfois, parce qu'ils ont ce besoin de transparence, parce qu'il y a eu des dérives, comme on en parlait, etc. Mais eux, il faut leur donner ce dont ils ont besoin, c'est de voir que leur aide est bien acheminée sur place. Et on comprend tout à fait. C'est pour ça que ce travail est important. C'est aussi un travail relationnel. Parce que du coup, quand Igloo a été mis sur les réseaux sociaux, ça nous a permis, via certains réseaux sociaux, de faire des collaborations. Parce qu'une association tombe sur votre publication et se dit, c'est bien. Donc ça a des aspects positifs, comme ça a des aspects négatifs qu'on pourra développer plus tard aussi. Mais ça a des aspects positifs. Et c'est pour ça que le travail est double, comme tu le dis. Il y a ce travail d'analyse, il y a ce travail de montrer qu'on travaille sur le terrain. Parce que si vous ne montrez rien, ils vont dire, en fait, on donne de l'argent, on n'a pas de retour. Et après, il faut revenir ici. Comme tu le disais, c'est la partie financière. Il faut aller chercher les dons. Il faut faire une campagne, comme tu le sais, un newsletter, post sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a tout un travail. C'est aussi ton travail à toi, ça? Ou tu ça, il y a une passes la partie patate chaude communication. à la communication? Voilà, il y a une communication. Mais nous, on doit réfléchir sur des partenariats, sur des idées de grands donateurs qu'il faut aller voir dans leur bureau. C'est pour ça que, comme tu me disais, c'est quoi une journée type? Il n'y en a pas. Ouais. Tu te retrouves, on peut t'appeler, tu vois une actualité, tu te retrouves sur le terrain. Le lendemain, tu dois faire une vidéo. Le troisième jour, tu dois aller voir un grand donateur pour créer un partenariat. Tu expliques ce que tu as fait. Un autre jour, vous allez soutenir la logistique, etc., faire des colis. Il n'y a pas de journée type, en fait. C'est en fonction de... Et c'est l'une des aspects positifs, mais aussi négatifs, parce que ça fatigue aussi. Le fait de ne pas avoir un cadre reposant, mais ça stimule.
aussi, tu tombes pas dans le burn-out de se dire je fais tous les jours la même chose. Être un acteur humanitaire, donc ça veut dire quoi? Tu as une semaine normale, tu travailles du lundi au vendredi, tu fais tes 37 heures semaine ou 40 heures, ou en réalité, c'est par rapport au projet, il y a des moments où tu es plus investi, puis il y a des moments où tu récupères en étant un peu plus soft. Comment ça se passe? Comme tu le dis, dans les périodes creuses, on va dire, c'est un horaire normal de lundi au vendredi, etc. Avec des exceptions en fonction du samedi, si on a besoin de nous pour des actions, etc. S'il y a des bénévoles, mais tu comptes pas etc. tes heures, je veux dire. C'est ça, non. Bien sûr que... et c'est l'une des dimensions, comme tu le dis, dès qu'on m'a engagé, c'était clair ça. L'une des notions les plus importantes, c'est le don de soi. Ouais. On préfère prendre quelqu'un qui n'a pas fait d'études ou qui n'a pas un profil, etc., qui est prêt à se sacrifier, qui apprendra sur le terrain, plutôt que de prendre quelqu'un qui a des conditions, qui dit « moi je fais ces heures-là ». En fait, vous ne pouvez pas vous adapter. Et c'est l'une des conditions qui est difficile. Bon, moi, je suis encore célibataire, mais je le vis déjà, c'est difficile parce que j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. C'est très compliqué pour elle de se dire que voilà, d'un jour à l'autre, tu es au bout du monde, puis tu dois lui expliquer que le lendemain... Parce que justement, les gens vont dire, du coup, comme tu disais, peut-être que comme tu as fait une semaine là-bas, tu compenses d'une semaine. Non, demain, tu reprends. Parce qu'on a plus besoin encore de toi, parce que tu as pris une expérience, parce que voilà, tu reviens avec une expérience sur place, il faut mettre tout de suite ces projets-là. Donc, en fait, tu es encore plus occupé quand tu rejoins. Et je remercie mes parents, etc., pour accepter cette situation qui est très compliquée aussi. Parce qu'en fait, eux, ils avaient cette peur de se dire, parce qu'il faut les comprendre aussi, mais c'est pas un vrai boulot. Parce qu'on a tellement ce cliché qu'un vrai boulot, c'est être infirmier ou avocat. Ingénieur, pour eux, c'est du provisoire, parce que je suis rentré dans cet état d'esprit de provisoire. Et moi, il m'a très vite quitté. Une fois que je me suis lancé sur le terrain, et surtout en Turquie, là, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et alhamdoulilah, j'ai jamais réfléchi à comment arriver là, mais Allah, il m'a permis d'accéder à ce moment-là. Et je pense que c'est même plus intéressant, ce poste-là, chez Human Smile, qu'un poste chez Médecins du Monde ou chez MSF. Parce que là, du coup, vous êtes un employé. Vous venez avec un projet qui est déjà tout fait. Vous devez venir constater, etc., remettre votre rapport, etc. À Human Smile, j'ai cette liberté de pouvoir mettre en place un projet, de pouvoir avoir ce suivi. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est une expérience. Si ça marche, on peut développer des partenariats, ce que jamais un employé de MSF ne peut pas développer de partenariat. C'est une trop grosse structure, j'ai l'impression, donc tu as un numéro plus qu'autre chose. Tu restes combien de temps en Turquie? En Turquie, je suis resté plus ou moins une semaine. Ok, quand tu reviens de Turquie, tu me dis que tu reprends le lendemain, mais il n'y a pas un traumatisme, tu dois avaler, digérer ce que tu as vu là-bas. Alors, tu as agi comme un vrai professionnel sur place, mais quand tu reviens, il y a un recul. Donc, ou bien non, pour toi, il n'y a aucun souci, tu redémarres, tu reprends ta journée comme si de rien n'était. Comme je te le dis justement, c'est intéressant, mais justement, quelque part, c'est les SOS qui m'ont permis en fait de retrouver de l'énergie. Parce qu'en fait, il y a un problème aussi parfois, c'est que quand vous vous habituez à votre métier, et ça c'est un très grand danger dans l'humanitaire, parce que comme on est dans un climat musulman, on peut en parler, c'est l'intention. L'intention qui est la chose la plus importante. En fait, au début, vous l'avez. Vous dites, j'ai un boulot qui me permet de faire le khayr, etc. Mais quand ça devient un boulot, ça devient un boulot au final. Et ça devient le train-train quotidien, etc. C'est les SOS parfois, surtout la Turquie, etc., qui te redynamisent. Et tu sais pourquoi, en fait, tu comprends où vont les dons, en fait, que tu te bats chaque jour pour avoir des dons, etc. Tu comprends leur utilité sur le terrain. Et en fait, en tout cas, sur moi, ça avait l'effet d'un boost. Je revenais plus motivé que j'étais parti à la base. Et donc, c'est toujours ce phénomène-là. Et puis après, j'ai des administrateurs qui sont très visionnaires, qui disent justement, il faut mieux prendre soin de la bête pour qu'elle puisse tenir longtemps et d'avoir ce recul, de récupérer. Parce que, voilà, moi j'ai la fougue de la jeunesse, mais qui sait que peut-être qu'après ça peut créer des séquelles psychologiques, des burn-out, etc. Mais en tout cas, pour moi, la phase Turquie, la phase Maroc, etc., ça a été des reboosts justement d'énergie et ça m'a donné envie. Moi, personnellement, si personne me disait de rentrer à la maison, je peux rester 24 heures sur 24 à la station parce que j'ai pas l'impression de travailler. Pour l'instant, après peut-être ce sera différent quand j'aurai une épouse et des enfants. La situation familiale fera que ce sera sûrement différent aussi plus tard. Donc tu reviens de Turquie, tu te réinstalles à Bruxelles, tu poursuis tes projets et puis arrive le séisme au Maroc. Entre la Turquie et le Maroc, il y a eu combien? Quelques mois? C'était mars, je crois, la Turquie. Et je crois que c'est septembre, le Maroc. Donc on a quoi? 5-6 mois grand maximum. C'est ça. Et donc là, dès que tu vois séisme au Maroc, là tu comprends cette fois-ci que tu pars. Pour l'anecdote, ce qui est marrant, je suis dans mon lit. C'était très tôt, ça s'est passé. Je suis dans mon lit, mais j'entends ma mère qui parle avec sa mère, donc ma grand-mère qui est au Maroc. Et j'entends qu'il parle, est-ce que vous êtes sain et sauf, etc. Et direct, je comprends. Le lendemain, je suis parti. Là, j'anticipe le truc, je me dis, on va partir.
Mais moi, je croyais que c'était 2-3 jours. Ben non, je reçois un appel, on me dit viens au bureau, alors que c'était un samedi, je crois. C'était un samedi. On vient au bureau, tac, on discute un peu. Ben, le lendemain, j'étais sur place, déjà. Et là... Il y a un choc entre ton arrivée en Turquie et ton arrivée au Maroc. Ben, c'est ça, justement. C'est deux mondes différents. Là, tu comprends qu'en fait, ce métier ne fonctionne qu'à l'expérience et au contexte. En fait, vous ne pouvez pas venir avec vos grands sabots d'occidentaux et dire on a fait ça là-bas, on va appliquer la même chose. La Turquie, il faut savoir que dans son histoire, son rapport au séisme, c'est un pays qui a déjà eu l'expérience. Et donc, il y a tout un aspect d'organisation, ils ne sont pas pris au bien dépourvu. développé, ouais. La complexité au Maroc, c'est qu'en plus, parce qu'il y a eu déjà des séismes au Maroc, mais cette région, quand on discutait avec nos partenaires sur place, elle n'a jamais été victime de séisme. Si tu connais un peu cette région au Maroc... Le sud du Maroc. Oui, c'est les régions montagneuses, l'Atlas, etc. C'est des régions magnifiques. Mais ce n'est pas des régions qui sont accessibles, hyper développées, etc. La route, il y a 2 voitures qui l'utilisent en une journée peut-être. Et c'est une bande, parce qu'une circulation, elle se fait dans un sens. Là, vous arrivez sur place, vous avez des routes qui sont endommagées, donc il y a des éboulements de terrain, etc. Et vous avez une solidarité incroyable. Au Maroc. Oui, incroyable. Rien à voir avec la Turquie, où peut-être que c'est un effet que comme l'État est assez fort et les associations sont grandes, du coup le peuple comprend que l'État joue son rôle. Mais en fait, au Maroc, on devait faire à un moment un chemin qui dure 2-3 heures en montagne. On s'est retrouvé à faire 6-7 heures de route parce que c'est bloqué, ça n'avance pas, parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent et qui ne sont pas dans l'associatif. C'est des familles qui trouvent un camion, qui se prennent et qui partent. Mais encore une fois, comme on le disait, le fait de ne pas avoir d'analyse, le manque de régulation, cet élan de solidarité peut parfois être un mal. Et ça nous a bloqués dans beaucoup de choses. Beaucoup de fois, on a été bloqués sur la route, etc. Et on arrive, et là... Il n'y avait pas des structures étatiques sur place à ce moment-là qui prennent directement, on va dire, en charge l'organisation de l'aide, des premiers secours, justement pour éviter que... il y a une piste avec 2 voitures, s'il y a 35 voitures, on n'y arrivera jamais. Mais en fait, il faut comprendre que c'est très compliqué pour l'État aussi. Même un État développé. Ils ont été dépassés par la générosité des Marocains. Ils ont plusieurs problématiques. Eux, ils doivent aussi sauver des vies. Ouais. Donc, ils ne sont pas forcément dans l'acheminement de colis alimentaires. Eux, ils doivent déblayer le plus rapidement possible. Des zones très reculées. C'est ça. Des zones très reculées, donc il leur faut le passage aussi. Ils sont dans d'autres problématiques où il faut négocier avec des États, l'apport, etc. C'est très bien que... Il faut savoir, il faut être réaliste, par exemple en Turquie, etc. Il faut savoir que c'est hyper touchy l'humanitaire. C'est un sujet très sensible parce que c'est beaucoup dans ce genre de moments de crise-là que parfois il peut y avoir des problèmes de contre-espionnage, etc. Des pays vous proposent de l'aide, mais en fait c'est pour certaines raisons. Vous êtes briefé à ça justement, vous, en tant qu'humanitaire, on vous prépare à ça, ou vous avez des consignes quand vous arrivez en Turquie, au Maroc, dans n'importe quel pays, faites attention, on veut pas de ci, on veut pas de ça? Non, pas forcément, parce qu'on a des partenaires sur place, et donc il y a une confiance qui s'installe, etc. Mais on est quand même surveillé. C'est-à-dire que, par exemple, la Tunisie, on nous a confisqué nos affaires. La Turquie, il y a eu un petit contrôle. En fait, ils veulent juste comprendre pourquoi tu viens. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des intérêts très très différents. C'est le moment. Par exemple, moi, si je veux espionner un pays, je te propose mon aide et je rentre, etc. Ce que je veux dans le pays. Ou bien du trafic de drogue, etc. C'est le moment, en fait. Les frontières sont ouvertes. Donc, je comprends que l'État doit gérer plein de choses très très différentes. Et il y a la solidarité marocaine, en plus, qui fait que... Qui a été extraordinaire. Voilà, et l'État ne s'attendait pas à ça aussi. Donc même si vous voulez réguler, c'est trop tard. Les camions sont bloqués sur la route. Donc il y a eu tout ce système avec ces polémiques parfois où on a vu des hélicoptères jeter des paquets, mais vous n'avez pas les moyens d'accéder à ces endroits-là. Donc c'était la seule solution. C'était au moins, on va dire, au moins grave. C'était le seul. En fait, nous, on était bloqués 12 heures, mais je me suis dit, mais ça c'est pour avoir un village où il y a une route. Il y a certains villages... des jours plus tard, on a eu accès. C'est des pistes. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire que vous devez monter à pied. On ne pouvait pas leur amener de colis alimentaires. Pour certains, on devait prendre à la main, etc. Ou eux-mêmes descendaient un âne ou un scooter. C'est normal que tu vas du coup amener un hélicoptère pour aller sur place. Et du coup, on a été surpris par ça. Il fallait s'adapter. C'est la capacité de s'adaptation. Donc du coup... Qui est une des qualités du travailleur humanitaire, s'adapter en tout terrain et en toutes circonstances. Ce que j'ai compris, c'est la qualité principale. C'est une qualité qui est très utile en fait dans tout. Tu l'apprends avec l'expérience. C'est ça. J'ai été confronté à cette expérience-là et le contexte marocain, en fait, et chaque contexte a des qualités et des défauts. Mais cette solidarité, elle était impressionnante parce que vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas du milieu, comme je t'ai dit, humanitaire, etc. Et vous avez ce mélange d'aide on a eu plein de
d'expérience sur place. Par exemple, pour la petite anecdote, on a été touchés par la solidarité. Il y avait des personnes qui elles-mêmes étaient touchées par le séisme, qui venaient aider d'autres personnes. Ceux qui étaient encore plus touchés qu'eux. Je comprends pas, quand tu arrives avec ton regard de truc, pour vous, on va venir vous aider, etc. Et en fait, on a pris une claque et on a dû s'adapter. Parce que du coup, comme on le dit, c'est pas comme en Turquie, donc du coup on a dû réadapter. Il y a des camions qui venaient de certaines villes, ces camions ne pouvaient pas arriver, donc du coup nous on allait en voiture ou en scooter dans des petits villages reculés. Ces petits villages, en fait, on les prévenait que ce jour-là, il fallait être au point de rendez-vous pour avoir, etc. Donc, c'était de la logistique. Et le travail sur place, c'était en fait de la coordination. Mais ton travail sur place est différent de ce que tu as fait en Turquie. Ouais. Dans Turquie, tu étais dans l'analyse, préparation de l'étape suivante. Là, tu es vraiment dans la coordination, dans les premiers besoins, les premières aides, les premières livraisons. Tout en étant encore dans l'analyse, parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que... Ça n'allait pas durer. Oui, et que l'hiver allait arriver, et que les personnes avaient besoin de tentes. Il y avait une pénurie de tentes à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant on a lancé un projet à moyen terme qui est en fait, on a eu l'achat de tentes en Hollande qu'on ne pouvait pas avoir accès dès le début, mais de tentes spécialement de qualité de l'armée hollandaise. On a réussi à avoir un prix. Donc ces tentes, on est en train de les mettre dans des camps parce qu'il y a encore des personnes qui vivent sans maison parce que l'État est en train de reconstruire, mais ça prend du temps. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant avec les personnes que les gens voulaient en fait de la reconstruction. C'est pour ça qu'on a lancé le projet à long terme, qu'on va construire Inch'Allah, un village. Du dur. Un village qui répond aux normes sismiques, mais qui garde cet aspect traditionnel parce que c'est ce qui faisait la beauté de cette région. Human Smile va construire, Inch'Allah, un village qui répond aux normes sismiques, donc qui pourrait supporter de prochains, je l'espère pas, mais séismes, tout en gardant la structure traditionnelle, etc., qui sera ouvert à la nouvelle technologie, des panneaux solaires, etc., des nouveaux moyens de connexion Internet, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aussi une problématique, c'est que il y a beaucoup d'enfants dans ces régions-là. Beaucoup n'ont pas accès à l'éducation, doivent faire des énormes routes. Alors les parents préfèrent compter. Alors on compte ouvrir des écoles. Et en fait, on compte appeler ça, pour l'anecdote, le Smile Village. Donc un village qui redonne le sourire. Combien d'habitants ? L'objectif, c'est 300 pour l'instant. Et c'est un projet pilote, encore une fois. C'est un projet très très ambitieux, donc on compte, si on peut passer un message justement aux donateurs de nous soutenir, on va vraiment de plus en plus communiquer. Là c'est encore à la phase pilote, donc on n'a pas encore énormément communiqué dessus. Ça va arriver parce que c'est un gros projet. On travaille avec justement un bureau d'études parce qu'on compte faire les choses sérieusement, qui sont en train d'analyser les sols pour faire un truc qui soit vraiment sérieux. Un bureau d'études du Maroc, de Casablanca, des personnes qui connaissent le terrain, etc. Et on compte financer à travers différentes actions ce village. C'est un gros projet parce que si ça marche, on peut reproduire le même modèle dans d'autres pays, dans des camps, etc., que ce soit au Bangladesh, etc., dans d'autres pays. Donc voilà, on essaie d'être à chaque fois innovant. Et donc, c'est ce que j'allais dire, encore une fois, innovant. Igloo, innovant. Cumulus, innovant. Smile Village, innovant. C'est ça la touche jeunesse de Human Smile ? C'est ça. Je pense que c'est la touche tout court de Human Smile, ce qu'elle veut apporter, ce qu'elle n'est pas encore capable de médiatiser. Mais c'est ce qu'on veut amener comme courant parce que, en fait, l'innovation, elle a cette qualité que soit les personnes vont s'adapter, soit elles vont disparaître. Donc ça veut dire que si on amène ce niveau d'exigence dans la communauté, que voilà, on doit se dépasser pour faire des projets novateurs, on espère que ça va inciter les autres associations aussi à faire la même chose, à faire des projets de plus en plus novateurs. Et du coup, c'est une concurrence saine en fait qui s'installe et c'est un exemple pour les autres associations. Et l'innovation a un prix. C'est ça. Bien, Sidi Fadi, c'est vraiment très intéressant. J'ai passé vraiment un moment magnifique avec toi parce que je sens vraiment quand tu m'expliques ton quotidien que tu le vis, mais on sent vraiment que tu as été fait pour ça. Alors, on est déjà plus d'1h40 de podcast, ça passe énormément. J'avais encore plein de questions à te poser. Donc, je pense qu'on va préparer au plus vite, Inch'Allah, une deuxième partie de ce podcast parce que j'ai plein de questions à te poser sur le financement, sur ton salaire, sur les qualités de l'acteur humanitaire, sur les dangers liés au travail humanitaire à l'international. Alors, pour mettre fin à ce podcast-ci, je vais te laisser, Inch'Allah, il y a une caméra là juste derrière, quelques secondes où tu vas pouvoir directement t'adresser à nos auditeurs qui ont cette fibre de générosité, nos auditeurs qui, pour beaucoup, sont de confession musulmane et qui savent que le musulman qui Allah a donné se doit d'être dans la gratitude en reversant une partie de ce qu'il a aux plus pauvres, entre autres Human Smile, qui agit en Belgique, qui agit à l'international. Donc, je te laisse les regarder et à toi de les convaincre, Inch'Allah. Donc voilà, comme on a pu expliquer dans le podcast ici, vous pouvez voir qu'il y a un effort constant qui est fait pour essayer d'être
un maximum en fait dans la réponse aux besoins des personnes, mais tout ça a un coût, et vous le savez très très bien, que ce soit ce qui s'est passé au Maroc ou en Turquie ou même actuellement en Palestine, etc. On essaie à chaque fois de mettre des projets à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de la demande en fait, parce que les gens ont besoin vraiment et tout ça a un coût. Donc je ne vais pas vous le rappeler comme Sidi Mohamed vous l'a dit, voilà, ça fait partie de notre religion et c'est même pour ceux qui l'ont expérimenté, quand on donne sincèrement, on retrouve ce qu'on a donné vraiment. Et donc voilà, si vous pouvez nous soutenir financièrement, on a des réseaux sociaux, on a une page Instagram, on a un site internet qui explique clairement les choses. Et comme on l'a dit dans le podcast, vous n'êtes pas obligés, ceux qui ne peuvent pas contribuer avec des dons, on est aussi ouvert à des projets en collaboration. Si vous êtes une association, si vous êtes une institution, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce genre de milieu et que vous voyez qu'une collaboration pourrait être possible, si vous avez des compétences, vous êtes ingénieur, informaticien, avocat, etc., et que n'hésitez pas à nous contacter, il y a le site internet, il y a une adresse mail, vous pouvez nous envoyer, et alors on reprendra contact avec vous, parce que notre but, c'est justement de faire de Bruxelles un lieu meilleur, et pas que Bruxelles, parce qu'on a des ambitions internationales, comme on a pu le voir, en tout cas dans la francophonie, on verra s'il y a moyen de faire plus, mais si on peut faire tous ensemble, avec l'humilité qu'on ne va pas apporter les solutions et que peut-être ça viendra de vous, et que sans vous, on ne pourra rien faire, ben, on pourra construire quelque chose qui pourrait être profitable à tous et on pourra être un exemple. Et c'est notre rôle d'être un exemple pour les autres communautés. Barakallahu fik, Sidi Fadi. Avant de mettre fin à ce podcast, tu parles justement de la Palestine. C'était prévu d'aborder ce sujet-là et de l'aborder en profondeur. On laissera ça, Inch'Allah, pour un prochain podcast, surtout que là, il y a une négociation de trêve qui est en cours. Et donc, il y aura peut-être, Inch'Allah, une fenêtre humanitaire qui pourrait s'ouvrir. Je voulais juste savoir, toi, en tant qu'acteur humanitaire, toi qui as été au Maroc, en Turquie, comment tu vis cette catastrophe qu'on est en train de tous vivre là dans les médias, en sachant que tu n'as pas accès à ces endroits-là et que les gens sont dans le besoin, il y a la faim, il y a la soif, il y a plein de maladies. Normalement, tu devrais y être. Tu le vis comment C'est particulier. Parce que l'expérience que j'ai accumulée dans les autres crises fait que j'ai un regard différent maintenant sur l'actualité. Quand tu vois les images, toi, tu vois autre chose que ce que moi je vois. C'est ça. En fait, on a beaucoup de donateurs au téléphone et on voit que les gens sont... Et on l'est aussi, mais très touchés, sont dans l'émotionnel. On a des gens qui pleurent au téléphone, etc., qui voudraient contribuer de la meilleure des façons, mais que voilà. Pour la Palestine. Ouais, mais voilà, parce que et ce n'est pas forcément des gens de notre communauté. On a pu voir qu'en fait, si vous regardez factuellement, sans rentrer dans les détails, c'est l'une des plus grandes crises humanitaires actuelles mondiales. On est rentré normalement pour un processus de famine, comme on a pu l'avoir en Somalie, on le développera aussi, qui est un sujet très intéressant. Ça met plusieurs années. Il a fallu 4 ans. Dans Somalie, où la pluie ne pleuvait pas pour tomber dans un phénomène de famine. Là, au bout de 3 mois, on est déjà dedans. Ouais. Plus les risques de maladies, etc. Et donc, les gens sont énormément dans l'émotionnalité, et on l'est aussi, mais notre devoir, c'est de garder un angle lucide. Et parfois, ça peut paraître, on ne va pas dire inhumain, mais quand on en discutait en off, mais quand je vois l'actualité, je la vois différemment. Ouais. Les gens vont consommer de ce qui touche, etc. Parce que je comprends, c'est important, parce qu'il y a l'envie de dénoncer, etc. Nous, on cherche les opportunités de trêve. Moi, je vais plus suivre ce qui se passe, l'actualité au niveau du Qatar, etc., sur Google Actualité ou des relations avec la Turquie, etc., que ce qui se passe sur le terrain et la douleur, parce que nous, on en a conscience. On sait ce qu'on va. Nous, on cherche le moment de trêve. On est déjà dans ce qui peut, comme on en discutera peut-être plus approfondissement, mais on a aussi cette phase d'urgence, cette phase de moyen terme et cette phase de long terme, qui sont déjà lancées techniquement. Nous, on a une action médicale qui va être lancée où on va envoyer des chirurgiens sur place. Faut savoir aussi qu'on va envoyer des ambulances. On a aussi le projet de reconstruction sur place où c'est déjà très avancé. Mais là, on doit avoir, comme tu le disais, un regard beaucoup plus froid. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre l'émotionnalité. Ouais. On aimerait bien l'être, mais on ne peut pas se permettre. Et c'est ce qu'on essayera d'expliquer peut-être dans le prochain podcast. C'est-à-dire que nous, on a le rôle d'humanitaire, il y a le rôle des médias, il y a le rôle des donateurs. Et chacun, pour que tout se passe convenablement, doit rester dans sa case. Barakallahu fik, Sidi Fadi, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. J'implore Allah Azza wa Jalla de te faciliter le bien, Amin. De faire que tu sois toujours aussi épanoui dans l'humanitaire, parce qu'on le ressent vraiment, tu transmets énormément d'émotions. Je rappelle, tu es encore jeune, tu n'as que 28 ans. Alors je remercie les administrateurs, l'administrateur surtout, c'est ça. Anonyme qui a cru en toi et qui t'a donné ta chance. Allah yahfadek. Et à très bientôt, Inch'Allah. Allah yahfadek. Chers auditeurs, barakallahu fikoum, ça a été pour moi un plaisir que de vous retrouver dans ce podcast d'Arrive-t-on. Je vous souhaite le meilleur. J'implore Allah de vous préserver,
de vous aimer et de vous accorder son pardon, Ya Rabbal Alamin. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان مبارك سعيد مع أتاي حياتي.